Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. La NBA a un nouveau champion. Moi, personnellement, je suis un petit peu déçu de l'issue, mais on va en parler. Pour l'instant, bonjour à tous, c'est Temps Mort Show, le show de basket qui a plus de 1000 abonnés sur YouTube. On peut l'applaudir. Oui. Merci à toutes et à tous de rejoindre l'aventure. 1000, c'est pas assez. 1000, c'est pas assez, t'as vu le jeu de mots. T'es déjà chaud. Continuez à partager, abonnez-vous, propagez la bonne parole. On aime le basket. On parle à des passionnés, on parle à des néophytes, on parle à tout le monde. L'idée, c'est de faire une grande communauté basket autour de tous les baskets masculins, féminins, les petits, les grands, les moches, les beaux, les maigres, truc, voilà. J'ai les restos du cœur, le truc. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on a un programme chargé. À ma droite, j'ai l'homme que l'on nomme Mike Morales, Patty Mills. C'est Mike Smirales. Patty Mills, le flic de Beverly Mills, voilà, Paul Millsap. Déjà, j'aimerais dire Miss Davis. Je comprends pas pourquoi Flexel a une casquette des Rockets. Peut-être qu'il va nous expliquer plus tard pourquoi. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Et on a un revenant qui a pris 50 mois. Hein. Un revenant. Hein. Tu rates une émission, ça y est, les mecs, ils te manquent de respect comme ça. Hey, les gars. Benjamin Button. Vous êtes venus trop. Benjamin Button aujourd'hui. Il y a Benjamin Button aujourd'hui. Ah, Benjamin Button. C'est vrai quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui est-il? Flexa, tu peux le représenter, s'il te plaît, parce que je pense que les gens, ils oublient c'est qui. Bah, alors, il ressemble à Benjamin Button, mais on l'appelle Poséidon. Le Splash Brother originel. Ah bon? L'homme d'une grande culture basketologique. Ok. L'homme qui, bon, dans son prime, il était très dangereux aussi sur un autre registre, mais j'en dirai pas plus. J'étais pongiste de métier à la base. Exactement. Le tsar, hein. L'expert de la maison mère, le tsar. Merci, messieurs. Angelo Tsagarakis. Non, je plaisante, c'était une fin. Vous avez dit, non, il a manqué une semaine à la bouche. Juste une question. Comment tu te sens, Angelo, aujourd'hui, là? T'es dans quel mood aujourd'hui, là? Je suis dans un état d'esprit très serein. Moi, je suis fier de l'équipe. Je suis fier de la team. Vous avez fait le boulot. You held it down, people. You held it down. Non, c'était nickel. Et puis surtout, en fait, c'était sympa parce que de regarder l'épisode avec un œil vraiment extérieur pour le coup, parce que j'avais pas à critiquer les analyses que j'ai pu faire ou quoi que ce soit. Quand je revois les émissions en temps normal, je me réécoute en me disant est-ce que j'ai sorti des dingueries ou autre, mais là j'ai vraiment pu me mettre dans la peau de nos abonnés et de nos futurs abonnés en mode ok, regardons un petit peu à quoi ressemble cette émission avec un œil totalement neutre, même si bien sûr affectueux. Donc très très bien les gars, j'ai beaucoup apprécié Smooth Mousse. Par contre toi Smooth, écoute-moi bien, je vais t'attraper par la veste. Ça va tirer à balles réelles. Hein. Il y a des comptes à régler. Non, il y a des comptes à régler là, donc t'inquiète pas. En temps et en heure, comme ça. Et puis Vince, comme à la maison, toujours le bienvenu et puis toujours pertinent. Donc exactement. Très bien les gars, merci. Spécial shout-out à tous mes amis de Suisse. On est regardé en Suisse. Il y a plein de gens qui m'ont parlé de Temps Mort en Suisse. Donc, big up à vous, chers amis genevois. Écoutez, on va continuer à faire cette émission. N'hésitez pas, s'il y a des joueurs que vous connaissez, que vous voulez nous suggérer, des Suisses, un certain Clint Capella, par exemple, un certain Thabo Céphalocha, par exemple, ben, ils sont les bienvenus. Vous êtes déjà la famille, chers amis. Donc. Bon, Temps Mort. Mais là, je le prends je le prends vraiment. Non, je vous ai dit. Va falloir remettre les choses à l'heure. Attendez, Temps Mort, déjà, parce que les mecs sont énervés. T'as pas besoin. Promis, t'as pas besoin de la minute. L'homme pensait passer à travers les gouttes. Mais oui, l'homme qu'on appelle DJ Flexta, a.k.a. Flexta Kim the Dream, a.k.a. Flex Terminator, il pensait que son anniversaire allait passer comme ça. Non. Mais non, mais tranquille, les gars. À travers les mailles du filet. Monsieur. À travers, il y a 2 jours, c'était ton anniversaire. On est la même année. Donc, il était impossible pour moi de ne pas te rendre hommage et de ne pas te souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, je vais pas chanter. On l'a déjà fait. Mais, voilà, c'était importantissime de le faire publiquement. Tu m'as eu la dernière fois. On avait passé minuit. Ouais. Et donc, tu m'avais souhaité mon anniversaire. Donc, moi, je vais te souhaiter le tien publiquement. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, donnez du love à ce monsieur. On fait une cagnotte si vous voulez envoyer un peu de... Voilà, qui est en train de porter fièrement son maillot de Dirk Nowitzki pendant un an. Voilà. Exactement. Il est fort. Ok, ben, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Carrément, ah ouais. Et oui, yes. Mais non, les gars, mais on a une émission.
Mais ça a l'air pas mal, hein. Eh oui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Flexstar. Joyeux anniversaire. Merci les gars, merci. Malheureusement, on n'a pas d'autre cadeau pour toi. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir, mais... Non, le seul cadeau que je voulais, moi, c'est que OKC se fasse éliminer, mais bon. Bon, t'as envie d'en parler. Est-ce qu'on parle? Vas-y, rentrons dans le vif gâteau, du il sujet. est nous, hein. Franchement, il est beau. L'homme qui ne mange pas de sucre va Non, devoir... ce soir, on va en manger fort. Bon, commençons. Allez, je le range parce que Ouais, ce serait dommage que je postillonne dessus tellement je vais cracher ma rage sur les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Game 7, on l'a vu hier soir, c'était une ambiance de fou. Déjà, faut commencer par ça. À OKC, et les Thunders l'ont remporté. Qu'est-ce que vous en avez pensé, cher Déjà, j'ai regardé comme le match, hein, comme cette nuit, voilà, une dernière surtout. Il y a plusieurs choses à dire. On va décomposer le match en plusieurs parties parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Le professionnalisme de Mills. Décomposition, tout ça. Parce vraiment. que, on se rappelle, hein, Indiana a pris le Game 6 dans un match où OKC a clairement abandonné le match. On est dans un Game 7 où clairement, les deux équipes peuvent prendre le match. On arrive à Tyrese Haliburton qui est chaud bouillant dès le début, mais qui malheureusement, sa blessure lui revient et on sait ces images qu'on n'aime pas voir. C'était 9 points en 5 minutes. C'était Tyrese Haliburton qui commençait à trash talker sur le banc, on voit un temps mort, il voulait climatiser OKC. Et là, on le voit les images qu'on n'aime pas voir, hein. Tout seul, malheureusement, le mollet qui a lâché, c'est tendon d'Achille, hein. On a vu, hein, les mêmes blessures, on a vu Tatum. C'est le 3e sur ces playoffs. On a vu Tatum, comme le chiffre 0, hein. Pour moi, surtout que tu peux faire le parallèle avec la blessure de KD. Parce qu'en fait, c'est exactement, en 2019. L'effort de jouer à travers cette blessure, au mollet, initialement, qui fragilise, toute la zone. Et, on se dit que bien sûr il y a on va dire cette proximité, hein, au niveau de la jambe, mais il y a surtout le tendon d'Achille qui est raccroché au niveau du solaire, hein, et donc qui est vraiment la base inférieure du mollet. Donc dès qu'on commence à fragiliser le mollet, on est en train de tirer de manière un peu exagérée sur cette zone-là. Donc voilà. c'est très très malheureux que ça n'ait pas tenu, voilà. 48 minutes. Je dirais quand même un petit mot sur Tyrese Haliburton un peu plus tard, mais on arrive dans un match où justement la blessure arrive très vite, hein. Au bout de 5-6 minutes, la blessure arrive. Et là, on se dit, ça va être compliqué. Comment vont faire Indiana? Et ce qui m'a surpris, c'est qu'Indiana, ils ont pas lâché le match. Non. Parce qu'à la mi-temps, c'est Indiana qui est devant. On a l'impression, je crois, ça a été un tir à la mi-temps, juste avant la mi-temps de Nembhard, je crois. Un 3 points juste avant la mi-temps. Indiana, c'est une équipe on sait, hein, qui lâche pas. C'est une équipe qui n'a rien à perdre. Et on l'a vu juste avant la mi-temps, ils ont profité aussi des erreurs d'OKC. Parce qu'OKC a pris du temps dans leur match. Beaucoup d'imprécisions, beaucoup de maladresse. Donc, tout ça fait que la blessure de Tyrese Haliburton a stimulé les Pacers en première mi-temps. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que après le retour de pause, hein, le 3e quart-temps, il a été totalement destructeur pour Indiana pour plusieurs raisons. De 1, il y a un moment où je regardais le match et Siakam, il passe trop de temps sur le banc. 5-6 minutes sur le banc. Enfin, je sais pas, mais Siakam ne va pas passer autant de temps sur le banc, sachant que c'était quasiment limite le MVP des finales si Indiana remportait la série. De 1. De 2, OKC, on sait que c'est une équipe défensive et quand ils se mettent à défendre, on avait un gros Lu Dort, on avait un Caruso qui est impeccable depuis le début de la série. Enfin, depuis même les playoffs tout court, hein. Et là, Indiana, il y a une carence offensive. On a vu que les limites ont été atteintes à ce moment-là. Et le seul qui scorait, limite, c'était McDonnell. McDonnell, alors, je cherche mon chapeau à ce joueur-là. Alors, McDonnell, t'avais faim avant d'arriver à l'émission? McDonnell. Oh, sorry, ma bad. McDonald's. Il veut un double quarter pounder. Un double quarter pounder. McConnell. Sorry, my bad. Je suis obligé de t'attraper par la veste, là. Ça me fait penser à
Coming to America. McDowell. McDowell. They can't say nothing. McDonald. McConnell, justement, qui fait un super beau match, qui fait un gros troisième quart-temps. C'est limite le seul scoreur du troisième quart-temps. Ouais. Moi, comme je dis, j'aime beaucoup le comparer à l'apport que JJ Barea a eu en 2011. Tu sais, cet apport-là où, en plus, petite taille, jeune meneur, petite taille, qui vont, en fait, on les attend pas. Donc, forcément, quand tu prépares ton match, tu vas pas te dire, McConnell, faut faire attention à lui. Est-ce qu'il y a un scouting report sur lui? Justement, je pense pas. Mais, là, justement, on a vu que c'était le seul qui scorait. Et malheureusement, pendant 7 minutes après, Indiana n'a pas scoré entre le 3e et 4e quart-temps. Ils n'ont pas scoré et ça a coûté malheureusement trop cher. Là où Indiana commence à vouloir revenir, OKC avaient déjà plus 20. Shai, qui est assez maladroit dans le match quand tu regardes les stats, mais j'ai aimé son match aussi. Pourquoi? Parce que il a voulu beaucoup impliquer ses coéquipiers, qui en première mi-temps ont été très très maladroits. J'ai vu des Caruso rater des tirs à 3 points wide open. J'ai vu des Ludor sortir des briques, des tirs, waouh. Je pense que le Tsar, expert en 3 points, je pense que ça a dû lui, voilà, ça a pas dû forcément lui plaire, hein. Lui, on sait très bien que, hein. Et il y a une petite question par rapport à ça juste après. Et justement, c'est là où OKC, troisième quart-temps était très important, et surtout à un moment au troisième quart-temps où pourquoi je parle de Shai aussi, parce que à un moment il y avait 56, hein, et en 2 minutes, Shai met 3 points et fait 2 passes décisives pour 2 tirs à 3 points, et le score passe en quelques minutes de égalité à +9. À ce moment-là, OKC va partir, va faire un run, Indiana va jamais revenir. Donc, certes, on voit le score du match avec un écart, mais c'était beaucoup plus serré que cela, et que la décision s'est vraiment faite au 3e quart-temps. Maintenant, OKC a remporté la série. OKC a remporté le match. La première question que je vais poser, hein, parce que j'en posais peut-être plusieurs, on est sur peut-être un des plus gros what if de l'histoire des finales NBA avec ce Tyrese Haliburton. Ouais, j'aime bien cette notion-là. Ouais. J'aime bien cette notion du what if. Mais parle-nous du match. Toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pense que Shai est très très chanceux d'avoir gagné ce match. Très très chanceux. Parce que je pense That's a bold statement, Mr. Tsagorkis. Yes, sir. Je pense qu'il fait un match assez dégueu. Je pense qu'il mange la feuille, qu'il se réveille en deuxième mi-temps. Je suis d'accord qu'il a un meilleur passage et que une fois, je pense que l'équipe reprend le contrôle. Il y a aussi un petit relâchement qui fait que il y a un petit soulagement, tu sais, qui lui permet, je pense, de trouver la faille. Mais si OKC perd ce match, on va regarder le 11/29 de Shai en se disant le 2/12 à 3 points de Shai en mode et le what if dont tu parles, il est très pertinent parce que moi ça me laisse un goût d'inachevé. Je pense que on a eu cette finale qui nous a proposé pas mal de rebondissements, le scénario rêvé, on était beaucoup à penser que ça allait aller en 7 matchs. Toi tu pensais à une victoire des Pacers et moi je pensais de manière assez pragmatique que OKC allait le prendre. Je suis déçu parce que le pronostic d'OKC qui gagne, pour moi, il est validé, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je trouve pas que OKC a mérité sa victoire dans ce match 7. Non pas qu'ils n'ont pas fait le match 7 tel qu'ils devaient le faire pour gagner de manière concrète, mais on n'a pas eu le droit à ce challenge et une validation, une victoire d'OKC dans le dur avec un Haliburton au top, avec une équipe d'Indiana, tu sais, opportuniste et prête à en découdre. On a vu un début de match qui nous laissait vraiment tout excité, tout émoustillé, et je ne croyais plus du tout dans la victoire d'Indiana le moment où Haliburton s'est blessé. Et ils ont fait illusion, je pense, pendant une mi-temps, parce que pour moi, à un moment donné, t'as un manque de profondeur. Ici, c'est McConnell qui est ton arme numéro 1 offensive. Tu vois. C'est là où tu sais que t'es sur une sorte de sur-régime ou de sous-régime. Et pour moi, le tournant du match, ça a été quand Dort, il a mis son tir au buzzer là, à 25 mètres. Un tir à trajectoire incompréhensible. Il balance une prière en l'air qui tombe et qui filoche. Et même s'il y avait que 4 points d'écart à ce moment-là, tu sens quand même que si OKC commence à mettre ce genre de tir, sachant que Indiana est déjà en sur-régime pour essayer de compenser l'absence d'Haliburton,
Je suis tout à fait d'accord avec toi du fait qu'ils n'ont pas été galvanisés, mais qu'ils ont eu une énorme réponse de fierté en première mi-temps en disant « Hey, notre leader est tombé, ça ne veut pas dire que nous, on va abandonner. » Mais ils ont été tout simplement à court de munitions en deuxième mi-temps. Et Siakam, j'ai pas forcément de réponse par rapport à ça. J'ai une grande foi dans le coaching de Carlisle. J'ai un grand respect pour Carlisle et son expérience. J'aurais vraiment voulu qu'Indiana gagne. Shai, il y a beaucoup de débats vis-à-vis de son niveau de jeu. Il y a beaucoup de débats sur... Il y a des trous de balles qui vont aller sur les réseaux sociaux à dire que ouais, c'est le... monsieur. Oui, bah il y en a qui disent que c'est le MVP des finales, le plus faible des 20 dernières années ou autre. Je pense que c'est totalement illégitime de torpiller. Il y a Iguodala qu'il a eu, faut arrêter. C'est pas le plus faible non plus. Faut pas... Ouais, non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais tu sais quoi? En réalité, je vois pourquoi certaines personnes le disent. Tu sais pourquoi le problème? Très rapidement, je reprends la main juste pour donner mon avis. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Oui. Mais c'est pas la plus belle équipe qui a gagné. Je m'explique. J'aime cette analogie-là. J'aime cette en fait, ils sont trop forts au KC, mais c'est un espèce de rouleau compresseur presque robotique. Ils sont pas trop forts en attaque. Et c'est juste que... En défense, c'est... Voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment en défense qu'ils ont gagné leur playoff, qu'ils ont gagné leur titre. Hein. On peut pas dire que c'est une académie basket en attaque. Ils ont énormément reposé sur l'isolation. Ils ont énormément reposé sur le talent de Shai. Oui, et pas mal aussi sur le pick and roll aussi. Et oui, ils ont beaucoup puni sur le pick and roll Indiana. Enfin, pardon, OKC. Ouais. Je regardais parce qu'Indiana avait du mal à défendre sur le Shai. Il a ce départ là en première intention où c'est très compliqué de l'attraper avec les deux intérieurs d'OKC. mais déjà il est rapide. Avec les deux intérieurs d'OKC aussi, c'est comme Indiana, malheureusement aussi au terme de rebond aussi défensif, offensif, se sont fait avoir aussi. Il y a pas mal de choses aussi qui ont changé. Quand je dis que c'est pas la plus belle équipe, c'est que pour moi, à OKC et surtout à Shai, il manque une chose essentielle qui est quasiment essentielle dans le sport et c'est la chose la plus belle, le cœur. J'ai l'impression que ou c'est trop facile pour lui, ou il s'ennuie, ou il s'en fout. Je pense vraiment que c'est une impression. Il n'y a pas de cœur de... Je pense que c'est une impression, parce que on peut pas reprocher... Mais je vois ce que tu veux dire, parce que il est vrai que ce qu'il dégage, son langage corporel, sa manière de parler... Mais il y a plein de choses que j'apprécie dans le contenu de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont il les dit, mais il y a le contenu. Par exemple, moi, les interventions qu'il fait après les défaites en équipe nationale avec le Canada, il est... d'une humilité assez étonnante. C'est-à-dire qu'il cherche jamais d'excuses quand le Canada se fait sortir. Il est vraiment dans cette approche de dire on a perdu, on n'a pas été assez bon. On n'a pas fait le boulot. On doit faire mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut pas qu'on tombe dans une sorte de délit de faciès. Ou dans, non, absolument pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais je dis pas que c'est ton cas. Hein. Mais... je te dis, quand je vois les commentaires des gens qui disent que c'est le plus faible MVP ou autre, je veux dire, c'est un non-sens. C'est une hérésie. Il est extrêmement fort. Bien sûr. Il a fait une saison magnifique. Il y a plein de choses que moi je n'aime pas, mais qui lui sont permises, tout simplement. Donc, ça, tu sais, par exemple, le push qu'il fait sur ses step back, c'est des fautes offensives systématiques pour moi. Ça m'irrite. Mais son jeu mid-range, il est exceptionnel. Ses appuis sont exceptionnels. Sa prise de décision. Sa capacité à jouer les deux côtés du terrain. Je veux dire que Shai est une vraie superstar. C'est pas forcément... Il y a certaines choses qui me laissent chafouin, mais en aucun cas, j'autoriserais à ce qu'on puisse tomber dans la critique gratuite. Non, mais bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que c'est pas la plus belle équipe qui gagne. Parce que dans le jeu collectif pratiqué, dans la capacité à avoir aussi, je pense, cette alchimie communicative qu'a réussi à proposer les Pacers, il est clair que du côté du Thunder, tu ressens pas la même chose. Mais cette alchimie, tu la retrouves défensivement, par contre. C'est clair, c'est clair. Et c'est là où... Et la défense, c'est pas sexy, hein. Non, mais sûr, tu vois. Et donc, j'ai envie de faire presque un parallèle de ces Thunder-là avec les Pistons de 2004. C'est-à-dire que c'était... même si les Pistons n'étaient pas forcément attendus à ce niveau-là, notamment dans leur match-up face aux Lakers, mais quand tu vois la performance défensive des Pistons, quand tu vois le bloc défensif et cette capacité à lever le niveau dans les moments nécessaires,
OKC a eu cette même capacité. Et c'est comme ça qu'avec un leader d'attaque sobre, etc., pas très expansif non plus. Exactement. Je suis d'accord. Et puis, tu as aussi le binôme avec Williams, qui a été absolument exceptionnel offensivement, qui nous ont fait une sorte de binôme Kyrie-LeBron, qui nous ont fait... je peux pas vraiment trouver un autre binôme en comparaison, si tu veux. Parce que un Jordan Pippen, un Shaq Kobe... pas mal un Durant et Westbrook. Non, parce que au niveau de l'efficacité dans le scoring, pas dans l'impact du binôme, mais dans l'intensité du scoring. C'est-à-dire que ces deux-là ont pris la plus grande part du fardeau à porter sur leurs épaules au niveau offensif. Mais c'est aussi pour ça que c'était pas sexy. Bien sûr, mais... Parce que c'est deux mecs qui ont fait le boulot. Alors, je suis entièrement d'accord. Le souci, c'est que Dieu sait qu'on n'était pas pour Indiana au début des playoffs, parce que c'est une équipe qu'on aimait bien, mais on n'était pas spécialement pour eux. Mais avec toutes les remontées qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont montré sur le terrain, le cœur qu'ils ont mis, ils ont réussi à nous embarquer, à nous raconter une histoire. Voici le récit du joueur le plus surcoté, machin, qui va aller chercher quelque chose, et à chaque fois qu'on pensait qu'ils allaient tomber, ils se relevaient, etc., etc. Ce qu'on a réussi à faire OKC, peut-être par lassitude ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont marché sur la saison, etc., etc. On va pas revenir sur tout ce que tu as dit, c'était très pertinent, comme d'habitude. Hein. Si vous suivez en marché, vous savez que le tsar est très. Mais tu te souviens ce que je t'avais dit par rapport à Indiana, que j'avais été moi-même coupable de ça, d'avoir sous-estimé cette équipe d'Indiana, parce que quand on avait regardé le parcours, quand on réanalyse un peu le parcours d'Indiana l'année dernière, c'était l'équipe qui était la plus proche des Boston Celtics, qui eux avaient roulé sur la finale. Et quand tu regardes la série, même s'ils se sont fait sweeper, et ça a été la seule équipe sweepée par les Celtics qui avait toujours gagné 4-1, 4-1, 4-1, mais c'était la seule équipe qui a été vraiment... c'est vraiment paradoxal. À deux doigts de prétendre à une finale. Parce que là encore, ça va un match 7. Bon, pour une raison un peu bizarre, parce que le match 6, pour moi, tu vois, quand il y a des gens qui disent « Ouais, la NBA, c'est truqué », il y a que quand tu vois des matchs comme ça, tu te dis « Ah, je t'avoue que je manque d'arguments pour leur dire que c'est pas truqué, parce que le match 6... » Tu vois, c'est là que je termine. C'est là que tu te dis que il y a un problème de mentalité. Un mec qui s'appelle Michael Jeffrey Jordan, jamais il va se dire ah non, je vais faire le match, on va perdre ce match-là, comme ça, on va gagner notre matchette à la maison. C'est quoi ça? Écrase l'équipe si tu dois les écraser, gagne ce que tu dois gagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des choses qui sont déjà arrivées auparavant. On peut pas arriver et dire oui, ok, je prends un exemple. Non, mais moi, je dis ça pour toutes les équipes. Une des équipes qui étaient les rois dans ça, c'était Golden State. Ouais, mais c'est Golden State, pardon, je prends un exemple. Golden State, en 2017, j'aurais pu écraser Cleveland 4-0 en finale NBA. Ils se sont dit quoi? Ils ont gagné à la maison en 2016. On doit quand même gagner à la maison en 2017 et tout. On va laisser, des fois, ils le savent, hein. Ils laissent, des fois, le game, on a vu sur plein de séries playoffs, ils laissent pour revenir à la maison. Et là, si ils ont été dans un abus de confiance qui, pour eux, heureusement pour eux, là, ça a été du bon côté. Mais l'abus de confiance aussi, il y a une équipe qui est tombée là-dedans, c'est Boston. Boston, qui perdait 2-0. Oh, ça va, on va remonter, il y a pas de souci, etc. À partir du moment où il y a eu le 3-1, c'est un peu bizarre. Là où je comparatif avec Boston, c'est qu'en 2023, je crois, quand Miami va en finale, c'est le même scénario qui se passe. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y a un Game 7 qui commence. Il y a Tatum qui se blesse dans le Game 1. Enfin, qui se blesse dans les premières minutes du Game 7. Et Miami qui va en finale, etc. Là, on a l'impression que pour un Tyrese Haliburton, c'est la même chose. On se dit, et je continue à le dire, Indiana n'a peur de rien. Tyrese, c'était le joueur qui, pour une fois, on leur a beaucoup reproché dans cette finale-là de rater ses premières mi-temps. Ouais, là, il est pas bon en première mi-temps. Là, il met 9 points, il met 3 tirs à 3 points. Alors non, mais c'est ça qui le laisse songeur, parce que le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, les Pacers ont tout de même payé le match 5 de Haliburton. Je pense que il s'est trop troué. Tu peux te trouer, mais pas à ce point-là. Ouais. Et je pense que ça leur coûte quelque part la série, parce que la réaction d'orgueil dans le match 6, on pouvait s'y attendre. Moi, je suis pas dans cette philosophie du complot. Je pense simplement qu'à un moment donné, dans la gestion d'une série très très longue, quand tu vois que tu as une équipe qui est absolument incandescente, dans cette gestion un petit peu des énergies, des corps et la projection de la série qui va basculer à la maison pour un match 7, je pense que quand tu vois le début du match, quand tu vois Indiana en feu, la salle incandescente, les tirs qui s'enchaînent, les role-players comme McConnell qui font un boulot monstre et il y a aussi eu un ajustement défensif parce que
Je pense vraiment que l'ajustement défensif avec le fait de pas être sur une pression tout terrain, d'attendre Shai un peu plus bas pour avoir une sorte de fermeture de la raquette mieux maîtrisée. Parce que quand tu vas mettre la pression, Shai a le coup de rein pour passer sur un ou deux dribbles et derrière tu te retrouves à 5 contre 4 sur quelques secondes. Exactement. Et là les Pacers ils ont dit non, on va se retrouver à 5 sur 5, à 5 contre 5 sur demi-terrain. Donc je pense pas forcément que c'était volontaire de la part d'OKC. Je pense qu'ils ont lâché en deuxième mi-temps. Évidemment, mais il y a une raison. Quand t'es à moins 21 à la mi-temps, pour moi, ils savaient. Pour moi, tu te dis, de toute façon, c'est pas notre game. Ouais. Pourquoi brûler encore plus d'énergie pour essayer un miracle? Mais cette mentalité, je respecte ce que tu dis par rapport à la mentalité. C'est vrai que, à titre personnel, tant qu'il n'y a pas le buzzer final, il n'y a pas le buzzer final. Surtout que des remontadas, il y a que ça. Oui, mais là, je vois aussi parce que on se dit, c'est les playoffs là, je pense que c'était des playoffs où les équipes ont dépensé beaucoup d'énergie. Ils se sont dit, de toute façon, OKC, c'est 68 victoires de la saison régulière. Donc, je pense qu'en termes de confiance, il n'y a pas une équipe qui est plus en confiance que... Et OKC a fait un match 7 contre Denver aussi. Exactement. Donc, ça veut dire que... Ça s'accumule, mais maintenant, là, je vais poser une question. Et là, je vais surtout me concentrer sur OKC. Grosse équipe, on sait, t'as parlé de Williams, t'as parlé il y a Chet aussi. D'ailleurs, tout comparatif avec Victor Wembanyama doit se terminer aujourd'hui. Parce que certes, il a un titre, mais il y a clairement pas un niveau similaire, On a comparé Chet et Victor Wembanyama? Bien sûr. Il y a oui, c'est au-dessus, frérot. Quand même. Je crois que tu disais... Non, c'est ça qu'il dit depuis... Je dis que... Il a dit, c'est pas parce qu'il a un titre NBA que... Voilà, c'est ce que je rentre te dire. Parce j'ai eu peur, quand tu regardes sortir le le 44. Maintenant, il y a une question qui se pose, et je l'ai beaucoup vu cette nuit. Est-ce que Shai est devenu aujourd'hui la plus grande légende de l'histoire d'OKC? Est-ce que maintenant, il passe devant un Kevin Durant ou un Russell Westbrook? Maintenant, je vous pose la question. Avec la formulation que tu lui as donnée, il n'y a même pas de questionnement, il n'y a pas de débat. Parce que tu as dit la plus grande légende de OKC. Le joueur qui te ramène le titre devient la plus grande légende. Kawhi Leonard 2019. Tu m'aurais demandé si c'est le meilleur joueur de l'histoire d'OKC. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mes amis... Intrinsèquement, c'est... S'il vous plaît, ne soyez pas dans l'euphorie, dans cette philosophie de l'instant et autres. Le meilleur joueur de l'histoire d'OKC reste numéro 1, Kevin Durant, numéro 2, Russell Westbrook, numéro 3, Shai. Donne encore quelques années à Shai, parce que Shai n'a pas accumulé toutes les accolades qu'ont accumulé les autres. Tu parles d'un MVP, Durant est MVP. Durant est il est double champion, il a fait 3 finales NBA. Double MVP des finales NBA. Il a un résumé qui est tout de même largement supérieur à Shai aujourd'hui. Est-ce que Shai peut potentiellement dépasser KD? Ouais, en termes de nombre de points, de machin, c'est entre ses mains. Il est jeune, il a sa carrière devant lui, il a un talent exceptionnel, il n'y a pas de souci. Mais soyons pas dans le révisionnisme à essayer tout de suite maintenant de le projeter comme étant le meilleur joueur de l'histoire, parce que pour moi, le prime de KD est au-dessus de celui de Shai. Que si tu devais choisir entre KD et Shai, lequel prends-tu? Après, il n'est même pas dans son prime encore, Shai. Pas de problème, mais c'est pour ça que... Comment ça, Shai n'est pas dans son prime? Pour moi, à son âge, il n'est même pas encore dans son prime. Pour moi, il est dans son prime, non? Non, pour moi, il peut peut-être encore aller plus haut. Parce que rajoute-lui un shoot à 3 points encore plus fiable. Ouais, mais oui, mais ça rentre le temps. Il a quel âge 25, 26 ans? Ah, mais il se rend dans son début de prime. C'est comme par exemple, tu me dis un Luka Doncic, là, ce qu'il fait. Le prime d'un joueur, techniquement, parce que il y a plusieurs éléments à prendre en considération quand tu parles d'un prime. Le prime, ce n'est pas simplement le pur niveau de joueur, le pur niveau du joueur et son potentiel intrinsèque. Tu as également son expérience et sa compréhension du jeu. Ce sont des éléments qui sont indissociables du prime d'un joueur. Parce que pourquoi est-ce que Shai n'arrive pas à permettre à OKC l'année dernière de passer ce cap et d'atteindre les finales? Pourtant, c'est le joueur qui était numéro 2 au vote de MVP, qui avait les mêmes qualités intrinsèques au niveau de son drive, de son jeu mid-range et de tout ce que tu peux imaginer, les mêmes qualités défensives, ce que tu veux. Mais psychologiquement, intellectuellement, parce qu'on est en évolution permanente quand on joue au basket, le prime, c'est toujours considéré de 28 à 32. Ça, c'est le prime, parce que tu es au pic de tes qualités athlétiques sans être
tu vois, de ta puissance, de tes qualités, sans avoir, parce que tu commences à régresser athlétiquement au bout d'un certain moment, mais toute l'expérience que tu accumules. Pourquoi est-ce qu'un Doncic, c'est un dossier un peu différent? C'est que Doncic, il est au plus haut niveau depuis qu'il a déjà 15 ans. Tu vois? Donc son prime peut-être à lui, pour être associé à un âge plus avancé. Mais n'oublie pas une chose, athlétiquement parlant. Est-ce que Doncic n'a été dans la meilleure forme de sa vie? Est-ce que Doncic a fait le boulot nécessaire pour passer un cap à ce niveau-là? Je suis d'accord. Maintenant, je vais te poser une question par rapport à un autre joueur, justement, qui est un peu similaire. Un Stephen Curry. Oui. En 2016, il fait l'une des meilleures saisons historiques. Enfin, il est une MVP unanime, 73-9. Il fait une des saisons les plus légendaires en termes de MVP. Oui. Cependant, 2022, beaucoup considèrent que c'est le meilleur Steph Curry. Après, bon, là, ce que je veux dire, c'est qu'en termes dans le jeu, il a beaucoup progressé entre 2016 et 2022. Est-ce que, justement, le prime de Curry n'est pas justement un long prime qui commence peut-être en 2000. Mais après, tu peux avoir un prime qui dure 10 ans. C'est ça que je pose comme question. Est-ce que justement, c'est pour ça que là, je parle de Shai, parce que, l'air de rien, tu parles d'une saison où t'es meilleur scoreur, t'es MVP, que l'on veuille ou non, il est MVP des finales. Il y a quand même que 4 joueurs dans l'histoire de la Ligue qui a fourni ça. Qui ont fourni ça, qu'on parle de Kareem Abdul-Jabbar, on parle de Shaquille O'Neal, on parle de Michael Jordan. Pour moi, c'est Lou Alcindor, mais... si tu veux, Lou Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que je veux poser un temps mort. Je pose un temps mort. Mais on t'avait rien dit. Pourquoi tu dis un temps mort? Mais quand il a pris un temps mort tout à l'heure, tu lui as dit quelque chose? Mais oui, je le dis. Bon, c'est bon, les gars, c'est bon. Vas-y, c'est... Bon, vas-y, pose ton petit temps mort. Boum, c'est parti. Alors, je vais poser un temps mort juste vraiment parce que, comme il l'a dit Angelo, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué Shai pour plein de raisons. Il y en a qui préfèrent Jokic à Shai, donc tout ça, ça peut peut-être rentrer dedans. On parle quand même d'une saison où le joueur principal a emmené son équipe à 68 victoires. Il y a très peu d'équipes qui l'ont fait. 68 victoires plus le titre. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont emmené, on sait par exemple les Warriors à 73-9 mais pas de titre. Un joueur qui est un two-way player. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de joueurs qui attaquent mais qui ne défendent pas, ou qui défendent mais qui n'attaquent pas forcément. On parle d'un joueur qui, on le sait, hein. Est-ce que Jokic aurait pu avoir le MVP? Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, c'est un débat qu'on pourrait avoir toute une vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner du crédit à ce joueur-là qui est Shai. C'est un joueur qui, quand il est arrivé à OKC, on s'est dit, ah bon, les Clippers ont gagné, ils ont pris Paul George. Aujourd'hui, on parle de... Oh là là. Ah, mais ce qui s'est passé, c'est ça. On parle d'un joueur qui est maintenant MVP de la saison régulière, MVP des finales, meilleur scoreur, tout ça sur une saison. Peut-être qu'il est peut-être pas le meilleur joueur d'OKC parce que en termes d'équipe, Kevin Durant quand il va en finale, il joue contre le hit de LeBron, pour moi qui est meilleur qu'Indiana. Mais je pense que Shai, au bout d'un moment, il a fait beaucoup de choses de légendes que certaines légendes n'ont même pas faites dans leur carrière. Je prends par exemple James Harden, par exemple, hein, on considère ça. Après, écoute, alors, légende, bon. Non, mais je sais ce que tu veux dire. Quand il finira sa carrière, on considère comme une légende. Harden reste et sera toujours une légende. Légende. Bien sûr. Oui, bien sûr. Les gars, temps mort. Oh ah oui. Les gars, venez, on fait attention. Le mot légende, c'est un mot qui a été galvaudé dès qu'un mec il met tant de points, on va dire légende, etc., etc. En fait, légende, c'est pas que les points. Et moi, j'en ai marre un peu de cette vision du basket un petit peu que sur les points, que sur t'as combien de titres ou t'as combien de MVP ou je sais pas quoi. Moi, je suis un kiffeur. Je veux kiffer. Je veux kiffer le jeu, je veux que le gars soit beau à jouer, je veux qu'il ait des répliques, tu vois, comme au foot, un George Best. C'est pas le meilleur joueur de foot, mais ne serait-ce que juste par sa personnalité, c'est un mec à briller. J'aime le basketball, j'aime pas forcément les meilleurs points ou les meilleures métriques ou je sais pas quoi. Venez, on parle de carrière comme un récit, pas comme des comptables avec alors lui il a pris plus de rebonds donc il est meilleur ou je sais pas quoi. Tu vois, où est-ce que je veux dire? Restons mesurés. Harden, par rapport à ce qu'il a donné au basket, c'est pas une légende. C'est un très bon joueur, peut-être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais légende, c'est encore un niveau au-dessus parce que c'est pas que le jeu, c'est aussi le récit qui va avec. Ouh là 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 là. Fait que ça, en plus, tu oses dire ça en portant cette casquette-là. Vraiment, en portant cette casquette-là, tu oses dire ça. Karim Abdul. Hakim Olajuwon. Hakim Olajuwon, c'est une légende, on va pas rentrer dans ça. Voilà. James Harden, je suis désolé, mais
Là, on parle d'une saison, il a fait des saisons historiques. Donc, tu parles de points, d'accord, ok. Mais combien de joueurs, après James Harden, ont commencé à retenter par exemple, un Luka Doncic? Un Luka Doncic, il s'est inspiré de James Harden, par exemple. Donc, déjà, en termes d'impact, ça veut dire que le mec, il a influencé comme une génération qui est après lui. De 1. On est d'accord? C'est toi qui le dis. James Harden, c'est deuxième au titre de MVP en 2015, deuxième au titre de MVP en 2017, MVP en 2018, deuxième au titre de MVP en 2019, troisième au titre de MVP en 2020. Une fois de plus, vous me sortez des stats ou des trucs, non, c'est pas des stats. Ça, c'est pas des stats. C'est pas des stats. Deuxième au MVP, truc. Moi, je sais pas. Et quand tu fais partie des 2-3 meilleurs joueurs de toute la NBA et donc du monde entier pendant un run de 5 ans, 6 ans, you're a legend, man. Légende. Et surtout que, on va se rappeler, en Dieu, je pense qu'on se souvient tous, souvenez-vous comment les équipes NBA commencent à défendre sur James Harden. Ils ne défendaient même plus devant James Harden. Ils ont complètement changé leur défense. Il y a même des joueurs qui défendaient derrière James Harden, limite. Et imagine à quel point tu es fort quand tu es en capacité de dire I am the system et personne peut te dire le contraire. Oui. Tout le monde a dit ça, c'est ça parce qu'elle a fait ça. Pour vous, c'est ça qui fait écoute. Après, regarde. Une fois de plus, et en commentaire, vous nous direz ce que vous en pensez, mais une fois de plus, le problème, c'est une histoire de définition. C'est-à-dire que ta sensibilité vis-à-vis de l'utilisation du mot légende, je la respecte et je la comprends, et je peux même me mettre derrière, tu vois. Je peux même m'aligner avec toi sur ça en disant, tu sais quoi, le statut de légende par rapport à plein d'éléments. Mais le problème, c'est que quand tu penses au nombre de gens qui ont existé sur cette terre et qui existeront après nous, au nombre de personnes qui ont joué au basket aux 4 coins de cette planète, et le nombre d'élus, et le nombre de joueurs qui ont pu écrire des choses. C'est qu'à un moment donné, tu parles d'un mec qui est dans l'élite de l'élite. Donc, par rapport à notre sport, t'es obligé de le catégoriser comme légende. Mais toi, la définition que tu donnes au mot légende, c'est que tu pars du principe que on va parler que de ces légendes-là, enfin, on va parler que de ces élus-là, donc que de ce petit microcosme du très haut de la pyramide, là, de la pointe, et on va catégoriser les gens selon ces critères qui sont les miens, qui sont l'impact dans le jeu, la win, et je peux comprendre. Moi, je pense que Mills, il est avec moi sur ça. On parle plus dans une dynamique globale de ce que représentent ces mecs-là vis-à-vis du sport, vis-à-vis du basket en eux-mêmes. The Beard. N'oublie pas que t'avais des gamins aux 4 coins du globe qui portaient des fausses barbes parce que c'est quand même un joueur qui a énormément séduit les amateurs de basket et énormément influencé comment c'est joué le basket. Ouais. Parce que malgré tout, le jeu en isolation qu'on critique justement, et pour les bonnes raisons, mais pour qu'on s'inspire de ça, c'est quand même que tu sois à un sacré niveau de performance. Exactement. Et Harden l'a été. Oui. Moi, ce que je suis d'accord avec vous hein, là-dessus. Moi, je vous dis ça juste veut pas dire que j'affectionne. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois moi, ce que je vous dis, c'est que les gens, c'est pas que les performances. Un mec comme Allen Iverson, il a été peut-être moins performant. On peut penser qu'il a été moins performant qu'un James Harden. Certains peuvent le penser parce que un truc. Mais moi, je mets Iverson 50 fois devant Harden. Par rapport aussi au récit, par rapport à... Il y a aussi l'affectif. Il y a aussi l'affectif. Tu sais pourquoi tu mets Iverson? Harden, au plus haut niveau, dans les matchs 7 où on a toujours besoin de lui, sa légende, c'est que c'est un choker. Et ça, pour le coup, ça c'est un des arguments qui vont contre lui de manière... Je suis d'accord. Ce que je dis, c'est de sa faute. Et t'en avais même fait un temps mort. Et regarde, quand il prend du bide, quand il force son truc, quand il se grossit, tout ça, pour quitter l'équipe ou des trucs comme ça. Tout ça, ça ternit son truc. Je suis d'accord. Mais Harden arrête sa carrière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir d'Harden? On va retenir un mec qui, je suis désolé, t'es un fan de Kobe. C'est-à-dire que quand... ultime fan de Kobe. Non, ultime fan de Kobe. Quand Kobe, il fait la saison en 2007, 35 points de moyenne, tu me dis pas, ouais, mais on parle pas de stats. Tu me dis bien que Kobe, il a mis 37 points. Fan de Michael Jordan. 2 secondes, juste. Fan de Michael Jordan. Quand Jordan a 37 points de moyenne, on vous entend les arguments en parler. Il est énervé. Non, mais on entend l'argument en parler. Moi, je suis pas un fan de James Harden, je veux le dire. Mais quand James Harden, je suis désolé, il s'assoit à 36 points de moyenne. Des matchs à 70-10. Je suis désolé quand Luka Doncic, il fait ça un peu après. On dit, c'est un truc incroyable. Je suis désolé. À James Harden, ce qu'il a fait, il a fait des choses dans cette ligue que personne dans la ligue. Mills, on est d'accord avec toi, t'inquiète pas. Et donc, ça veut dire que, moi, c'est juste, les gens se disent que c'est pas que les performances. Flexstar, regarde. Je pense avoir mis le doigt. Non, tranquille. Non, mais, je pense que j'ai recadré un petit peu la raison du pourquoi, Flexstar se positionne différemment. Il respecte le talent d'Harden. Toi et moi,
on a une vision très pragmatique de qui il est et de ce qu'il représente par rapport à beaucoup d'éléments. Les arguments que tu mets en avant par rapport au mauvais comportement qu'il ait eu, au comportement manipulateur, à sa culture du choke dans les matchs importants. Ça, c'est ce qui fait que quand on rentre dans ce microcosme du 0,00001% là, c'est là où lui il descend dans le ranking. C'est là où lui maintenant on peut pas le mettre au même niveau. Justement. Et attends, je finis juste ça en disant, et c'est là où je le rejoins par rapport à un Allen Iverson, parce que c'est un mec qui tourne à 27 points de moyenne en carrière, alors qu'il fait 1m83. Et que c'est une brindille. Je suis d'accord. Et c'est là où il y a, there are levels to this, moi, j'aime aussi Iverson. Mais Iverson, il a été loin d'être parfait aussi dans sa carrière. Ouais, mais c'est différent. Oui, mais parce qu'il a jamais triché le game. Non, voilà, là, je suis d'accord. Mais tu parlais aussi à un moment de comportement. Iverson aussi n'avait pas le meilleur comportement du monde. Ça n'a rien à voir. Il a jamais triché le game. Moi, ce que je dis, encore une fois, c'est que là, Iverson, il a brisé tous les os de son corps. Il a jamais triché le game. Moi, je suis d'accord dans le fait que James Harden, par exemple, n'a pas assuré dans certains Game 7, dans les matchs importants, ça le fait descendre dans le classement parmi les meilleurs joueurs. Ça veut dire que normalement, dans une pyramide où on sait, il y a des tiers, hein, il y a des tiers. Je sais où tu vas avec ça, mais voilà, il aurait pu être beaucoup plus haut. Je suis d'accord. Mais dans tous les cas, ça reste une légende. N'oublie pas, je t'ai déjà dit, toi et moi, on est alignés. C'est pas toi, je parle aux personnes qui nous regardent, peut-être qu'ils sont pas d'accord avec moi. Le peuple, écoutez. Et Harden, attention, parce que quand je dis ça, j'aime beaucoup James Harden, c'est l'un de mes joueurs préférés, avec Paul George, etc. C'est à voir jouer, c'est magnifique. Sauf que moi, en fait, il y a des trucs, quand tu trahis le jeu, quand tu trahis le sport, mais attends, pour moi, il a trop fait, tu vois ce que je veux dire. Les gars. Pourtant, c'est un joueur exceptionnel. Et s'il avait été un peu plus sérieux avec une mentalité de tueur, mais il serait dans la GOAT conversation. Les gars, vu qu'on est sur le sujet Harden et que le Harden qui est devenu Harden l'a été aux Rockets, on va fermer le chapitre final NBA. Je veux que tu nous expliques pourquoi tu portes cette casquette-là. Passons à la suite, là, un peu. Bon, Flex Takim de Dream, tout ça, tu connais, mais vous voulez parler tout de suite, vous voulez pas parler de Betclic d'abord? Non, enchaîne avec la NBA. On parlera de Betclic tout à l'heure. Bon, Kevin Durant, troisième franchise en quoi? Depuis qu'il a quitté les Warriors. Ça fait 2021, ça fait 5 ans. 7 coachs. 2019, pardon, parce qu'il y a une notion qu'il a pas joué, il a fait 2020-2021. Ouais. Donc il a fait Brooklyn, Phoenix, et du coup là, ils sont troisième franchise, 7 coachs, 2 séries de playoffs remportées. Mais déjà, explique-nous déjà, là, il est tradé, Kevin Durant est tradé, aux Houston Rockets contre Jalen Green, Dylan Brooks, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours de draft. Deuxième tour. Voilà. Ouais, il y a des premiers et des deuxièmes tours. Non, mais c'est important, les deuxièmes tours, c'est pas les premiers. Déjà, avant de parler de Kevin Durant, déjà, explique-nous la news, déjà. Tu commences déjà à attaquer Kevin Durant, alors t'as même pas annoncé la news, déjà. L'homme a laissé ses émotions parler. On va pas lui en vouloir. Il sait où il veut aller, tu vois. Tout ce que j'ai dit est factuel, monsieur. Mais non, mais tu racontes déjà la news. Tu parles de Kevin Durant. Kevin Durant a été tradé. Je l'ai dit, non? Regardez comment il veut la faire. Mais il n'a pas dit où et contre qui. C'est ça le plus important. Je viens de le dire. Houston Rockets, voilà. Ouais, non, mais il veut dire que t'as mis un petit peu de temps à... Voilà. T'aurais dû... Il parle que t'as mis la charrue avant les bœufs. Moi, j'aime bien prendre mon temps, tout ça. Ah, voilà, l'homme. On passe son temps partout, fait que ça. Non, mais... La question que je pose maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce trade? Déjà, je pense que Jalen Green va pas finir aux Suns. Ouais, parce qu'ils l'ont annoncé, ils ont dit qu'ils vont l'échanger. Mais après, des fois, ils annoncent et puis ils ont pas ce qu'ils. Non, mais là, clairement, tu le mets à côté de Bill et de Bradley Bill et de Booker. Ça c'est absolument rien. Ça revient à la même chose en fait. Maintenant, qu'est-ce que toi t'en penses? Que c'est toi qui vas en parler. Qu'est-ce que t'en penses? I like it. Pour moi, je pense que c'était la meilleure chose que Kevin Durant puisse faire, c'est d'aller avec un coach sévèrement burné comme Udoka. Bon, on sait que fallait à causer des torts à Boston. Mais pour moi, c'est un excellent coach. C'est un excellent coach. L'excès de burn. Exactement. Le burner. non, mais pour moi, c'est un excellent coach et je pense que lui, il peut amener une dimension supérieure, notamment sur le plan défensif ou même sur l'organisation de l'attaque à Kevin Durant, qui n'en a pas besoin parce que c'est déjà un joueur all-time. Maintenant, il y a un autre côté de moi qui dit que
À Brooklyn, ça n'a pas marché. À Phoenix, ça n'a pas marché, alors qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Et moi, je pense qu'il va couler les Rockets. Je pense qu'ils ont fait une erreur, notamment de se débarrasser de Dillon Brooks. S'ils avaient gardé Dillon Brooks, moi, je pense que ça aurait été intéressant parce que il faut un chien de garde comme ça. Il est important. Dillon Brooks, c'est ce genre de joueur que t'aimes pas quand il est pas dans ton équipe, mais quand il est dans ton équipe, t'adores parce que c'est le chien de garde qui va aller mordre les mollets de tout le monde, écoute, etc., qui va rentrer dans la tête des autres. T'en penses quoi, toi? Écoute, Flexta, j'aime bien Dillon Brooks. Et ouais, d'accord, chien de garde et tout ça, bon, c'est pas un Tony Allen, hein. Bien sûr, mais c'est utile. Bah, aujourd'hui, il y en a plus des Tony Allen. Mais c'est pas un Tony Allen. Il y en a plus des Tony Allen. Merci. Donc pour moi, t'es pas un Tony Allen, donc je vais pas lâcher une larmichette parce que tu te fais trader aux Suns, même si je serais un fan des Rockets. Vous venez de récupérer un des finisseurs les plus incroyables de l'histoire de notre jeu. Merci. Ce qui veut dire que quand tu regardes ce qui a manqué à Houston en playoff, merci, et que tu regardes à quel point il va bonifier un collectif de jeunes loups déjà prêts à défendre, déjà prêts à suivre les directives de Udoka, déjà prêts à passer un palier, que tu as un secteur intérieur très bien fourni, que tu as re-signé Adams, qui en plus, Adams, c'est la re-signature qu'il te fallait pour solidifier ta défense. Je suis d'accord. Un Dillon Brooks, ouais, ça aboie, ouais, ça va, ça peut mettre de loin un peu, mais tu parles d'un Kevin Durant qui, en défense, n'est pas un sacripant, c'est pas un tricheur, c'est un joueur qui, malgré son âge avancé, reste efficace de ce côté du terrain. Je suis d'accord. Qui, offensivement, peut s'adapter à n'importe quel système de jeu. Vous le mettez avec des joueurs qui portent beaucoup la balle, aucun problème. Il a joué avec le croqueur des croqueurs. Il a joué avec Harden et Kyrie et Westbrook. Il peut jouer sans la balle. On l'a vu dans le basket FIBA. Il a été absolument incroyable, exceptionnel. Moi, je me souviens encore de ces championnats du monde et de la finale contre la Turquie. Kevin Durant, faramineux. Oh non, mais c'est-à-dire que tu le mets dans un basket FIBA, tu le mets dans un basket NBA, tu le mets sur un jeu où il est sans ballon, tu le mets avec le ballon, tu le mets dans n'importe quel collectif et lui, il s'insère dedans avec une discrétion et une aisance. Le plus, Kevin Durant, il aime le jeu. Lui aussi ne triche pas le game. Je suis d'accord. Donc, la seule question vraiment à se poser, pourra-t-il rester en bonne santé suffisamment longtemps pour pouvoir permettre justement de faire le boulot qui va devoir être le sien une fois playoff arrivé. C'est juste ça. Mais Udoka va le gérer correctement. Ok, Flexa. Moi, le seul truc que je te dis, c'est que évidemment, le niveau de KD, il est pas à remettre en cause parce c'est l'un des meilleurs joueurs. Même encore maintenant. Non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, je te dis juste, c'est KD qui est au Suns, là, qui font pas les playoffs. Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais c'est pas de sa faute. Non, mais l'équipe est déséquilibrée, les mecs défendent pas. En fait, ce que je te dis, c'est que, regarde, là, ça fait, depuis qu'il est aux Warriors, le mec, on voit qu'ils n'y arrivent pas. Maintenant, on peut se poser des questions. C'est pas parce que c'est KD. À Brooklyn aussi, c'était KD. Soyons pas révisionnistes. Attends. J'ai pas le temps mort, je suis désolé, j'ai pas le temps mort, mais tu l'as déjà fait. Donc, quand Kevin Durant a des orteils qui font ça de trop et qui perdent la série contre Milwaukee, on n'écrit pas non. Rappelle aussi que Kyrie est blessé et que James Harden est quasiment, il joue à un quart de ses capacités. Voilà. Et on n'écrit pas la même histoire parce que Kevin Durant met un tir de salopard qui au final est un 2 points. Et donc on va en prolongue. Et il perd le match, mais on peut pas dire que Kevin Durant ne fait pas le boulot. Mais je pense que ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on reproche. Alors, j'adore les commentaires de que 2 séries playoffs gagnées depuis son départ des Warriors, mais regardons un petit peu le contexte collectif dans lequel il a évolué. Lui, il est allé du côté de Brooklyn. Il devait avoir 2 mecs qui étaient prêts à faire le boulot. T'as eu Kyrie Irving qui a refusé de jouer pendant le Covid. T'as James Harden qui est arrivé avec 20 kilos en trop. Derrière, les mecs n'ont pas été fiables au niveau de leur disponibilité et de leur engagement pour être au top du top. Parce que quand il est parti à Brooklyn, le deal, il était simple entre eux. Venez, on fait du sale. Venez, on écrit l'histoire. Le seul qui a été fiable, le seul qui a répondu présent du début à la fin de cette aventure, c'était KD. Et maintenant, on va reprocher à KD de pas avoir gagné plus de séries playoffs à Brooklyn parce que les autres ont pas répondu à l'appel. Non, mais justement, personne ne reproche. Moi, non, mais c'est pas toi que j'ai expliqué que le sport, c'est une question de mariage aussi. Mais justement. C'est que lui, il arrive. Non, mais
Donc regarde le mariage avec les Rockets. Tu trouves pas que c'est un mariage qui est... En fait, il y a deux mariages qui viennent d'être ratés. Ou sur le papier, moi je me disais qu'ils allaient faire du sale. On peut se poser des questions. Moi je pense qu'Udoka va le faire. Moi je me pose des questions sur est-ce que ça va finir, parce que c'est contextuel. Il suffit qu'un joueur important de l'équipe qui se blesse, ou lui, ou je sais pas quoi, ça peut tourner au vinaigre. Tu vois ce que je veux dire? C'est arrivé 2 fois, donc pourquoi pas 3? Okay. Maintenant moi j'y crois, j'aime le joueur, et j'aime le coach qui rejoint, etc. Alors, donc, moi je vais donner mon avis par rapport à cela. La voix posée, tout ça. Mills, non. Toi, tu es un séducteur. Non, mais, premièrement, je pense qu'Angelo a souligné un bon point. Houston, déjà, avant même de parler de ça, de base, l'offre était proposée à Miami. Miami a refusé Kevin Durant. Miami a refusé Kevin Durant. Miami a refusé Kevin Durant. Ça, c'est important de le dire. De base, Kevin Durant était envoyé à Miami. Il a été refusé. Maintenant, je sais pas. Maintenant, mais moi, j'aime pas le package qui était proposé en plus. T'as vu, voilà. Il y a un package, comme on l'a vu, qui a été proposé. Maintenant, il a été envoyé à Houston. Houston, on sait, la série contre les Warriors, un Jalen Green qui a pas été bon. Il a réussi peut-être un match sur les 7 matchs, mais il n'a pas été bon. Parce que concrètement, il est complètement passé à côté. Voilà. Non, mais oui. Mais ce qui manquait dans la série, c'était juste lui. Il jouait à son niveau normal, Houston passait. C'est vrai. Voilà. Maintenant, il y a un mariage aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un mélange entre la nouvelle génération et l'expérience que Kevin Durant va apporter. Kevin Durant avec bien évidemment Fred VanVleet, qui est champion, on sait qu'il est champion avec Toronto en 2019, et avec les Steven Adams, qui ont dépassé la trentaine. Mais là, quand tu vois cette équipe-là, il y a beaucoup de jeunes qui sont entre le 20 et 27, 28 ans. Donc, c'est une équipe qui est très, très jeune à Houston. Il va apporter son expérience. Comme vous l'avez dit, il y a un coach qui est expérimenté, qui est un des top 3 meilleurs coachs de la ligue. Ce qu'il a fait à Houston, là, avec son équipe-là, personne pensait que Houston allait atteindre un tel niveau de jeu. Avec beaucoup de personnalité. Non, exactement. Et, comme on le dit, Kevin Durant, qu'on le veuille ou pas, malgré qu'il ait ses mariages ratés, il a aussi sa part de responsabilité, et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. On sait qu'à Phoenix, c'est un peu le bordel, il y a des bagarres qui se passent en interne. Alors, je ne suis pas d'accord. Quelle est sa responsabilité? Le mec a des stats de All-NBA Team, année après année. Il a encore joué 75 matchs cette année. Il est encore à 27 points, 6 rebonds, 5 passes. Vous voulez quoi de plus? Je vais l'expliquer. Pourquoi est-ce que le mariage est raté à cause de lui? Je vous pose juste une question. Elle est où sa part de responsabilité? Je vais t'expliquer. Vas-y. À Brooklyn, qu'on le veuille ou pas, il y a eu, au début, ça se passait super bien. Avec Kyrie Irving, ça se passait super bien. Et avec Kenny Clinton, le coach qu'ils ont fait virer. Non, Brooklyn, ça se passait super bien. On va pas se mentir, au début, la connexion KD-Kyrie, elle faisait kiffer. C'était un plus beaux duos à avoir, si ce n'est le meilleur duo, le plus beau duo de la ligue à avoir joué à ce moment-là. Ils sont allés en playoff en 2021. On sait qu'Harry se blesse contre Milwaukee, ça change la donne. Et après, il y a eu beaucoup de problèmes internes à Brooklyn, ce qui fait que tous les joueurs sont partis. Oui. Voilà. Ça, on est d'accord. Maintenant, moi, je te parle de Phoenix. Oui. Mon problème que j'ai avec Kevin Durant, t'es un joueur qui peut largement viser le top 10 all-time des meilleurs joueurs de la ligue. Okay. Donc, voilà. Moi, ce que je reproche à Kevin Durant, je veux dire la vérité, c'est ce côté, j'emmène une équipe avec moi et je la mets là. Alors, je vais juste finir. Non, j'ai vraiment envie d'entendre ce que tu as à me dire, mais pour l'instant, je t'ai posé une question à laquelle tu ne réponds pas. Mais là, justement, ce que je veux te dire. Okay. La capacité à Kevin Durant de scorer, mettre des points, comme on disait, statistiquement parlant, on va pas lui reprocher grand chose. Moi, c'est la capacité de leadership qui me dérange. C'est la capacité comme je prends les plus grands joueurs de l'histoire, ils ont été capables de prendre leur équipe et les mettre à un tel niveau. Pas qu'en termes de stats, mais en termes de leadership, en termes de capacité à se dire, oui, je suis assez fort pour le faire. Excuse-moi, Mills. Excuse-moi. J'entends ton argument. Comment est-ce que ça s'applique à Kevin Durant avec une équipe où Bradley Beal, il a été disponible combien de matchs depuis le début de cette aventure avec les Suns? D'accord. Mais et tu penses que la construction d'équipe des Suns, parce que moi, sur papier, tous les kiffeurs des Suns, quand ils ont vu le trio magique rassembler Booker, Beal et Durant, elle est où votre défense intérieure? Non. Elle est où votre profondeur de banc? Je suis d'accord. Au début, Mais donc pour moi, en fait, les gens sont étonnés de quelque chose qui, pour moi, depuis le début, et toi tu le sais, on en a parlé en coulisses bien avant de faire l'émission, c'était couru d'avance. Les gens qui croyaient dans le projet Suns, mais les Suns ont prostitué leur futur pour faire un truc clinquant
qui n'avait aucune fondation sportive cohérente, qui n'avait aucune construction sportive avec un futur prometteur. C'était un coup, c'est un one-hit wonder comme on dit aux États-Unis, où on essaye de faire de la magie sur un coup avec un petit peu de chance, mais c'était bancal de ouf dès le début. Moi, je suis d'accord par rapport à ça. Mais si sportivement c'est bancal, Mills, à quel moment on peut mettre sur les épaules de Kevin Durant la responsabilité du projet? Je veux répondre. On parle à Kevin Durant, un joueur qui est considéré comme l'un des meilleurs attaquants all-time. On est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'un des meilleurs attaquants all-time, Kevin Durant, offensivement, il ne peut pas faire plus? Moi, je suis... Alors, excuse-moi, tu veux qu'à 36 ans, il soit à plus de 27 points par match? Non, pas 36 ans. Quand il est arrivé à Phoenix, il avait quel âge? 34, 35, 36. 34, 35, il peut largement le faire. Un Steph Curry. Mais il était déjà à plus de 27 points par match. Il peut, pour moi, Kevin Durant peut faire largement plus. Non, mais, tu sais, en vérité. Mills. Pour moi, il peut faire plus. Alors, excuse-moi. Attends. Ça veut dire que s'il tourne à 30 points par match, ça suffit pour que Phoenix soit champion? Je dis pas qu'il doit être champion. Justement, je trouve que pour qu'il gagne une série playoff. Non. Qui se qualifie en moi, je playoff. parle pas de série playoff. Je parle que Kevin Durant, pour moi, est un joueur qui est capable, à ce moment-là, de mettre 30 points de moyenne. Ok, et il met des 30 points, tu crois que c'est ça qui suit le en tout cas, moi, en termes de responsabilité, moi, je dis, ok, il a fait tous les efforts possibles pour emmener Phoenix. Moi, quand je regardais des fois les matchs de Phoenix aussi, en termes de body language, en termes de joueurs, ça se voit que des fois... Mais pourquoi le body language, il est à chier comme ça par moment? À un moment donné, le mec, c'est le seul qui, il a fait 75 matchs et il a 25 points par match. En tant que joueur all-time. Les gars. En tant que joueur all-time, je suis désolé. À partir du moment, toi, t'es Kevin Durant. Quand, par exemple, je prends un exemple, I'm Kevin Durant. You know who I am. Yeah. C'est lui qui a sorti cette phrase-là. Yeah. D'accord? Donc, quand t'es Kevin Durant et il y a un truc qui va pas, c'est à toi de te dire, hey, il y a un problème. Soit vous changez les choses, ou soit tu pars depuis le début. Là où je le rejoins, là, je suis d'accord avec toi sur personne va remettre en cause quel joueur c'est. C'est sur son leadership qu'on peut remettre en cause. I'm sorry. Je sais pas ce qui vous prend d'espérer de Kevin Durant quelque chose qu'il n'a jamais fait en 20 ans de carrière. C'est ça qu'on dit. That's the problem, justement. Mais il est qui il est. Quand tu le recrutes, tu sais qui il est. Vous n'allez pas commencer à attendre d'un mec qui a 36 ans, qui devienne un leader vocal, alors que ça n'a jamais été sa personnalité. On parle pas justement de vocal. Moi, je dis que justement, quand on parle justement d'un James Harden, quand on prend justement les joueurs, pourquoi un joueur est peut-être au-dessus et peut-être en dessous, Kevin Durant, son problème en carrière, il est là. Mais, tu regardes ce que tu veux, hein. Il est là, ce problème à Kevin Durant. Mais Mills, il est... Non, mais on est d'accord. En vérité, on est d'accord. Tu dis, il est là son problème. Oui. Ce n'est pas un problème vu que ce n'est pas son rôle dans une équipe. Ça n'a jamais été son rôle. Ça n'a jamais été son rôle. Soyez pas révisionniste. Allez pas me sortir des choses. Quand il était à OKC, c'était son rôle? Et justement, il était le problème. Est-ce que c'était son rôle? Normalement, ça aurait dû l'être. Ils ont dû être son rôle. En fait, il est là le problème. Ils ont dû être son rôle. Nous, on est d'accord. Mais ça aurait dû être son, c'est ce qu'on, on aurait voulu Kevin qu'il Durant, le soit un peu plus. Oui. Qui a toujours été considéré le meilleur joueur de son équipe, peu importe où il est allé. Même à l'époque où il était à Golden State. Il n'y a pas de souci. Il était considéré être le meilleur joueur de l'équipe. Ok. Merci. Ce qui veut dire que ce même homme qui a eu ses premiers titres, une fois qu'il est parti à Golden State. Oui. Qui a été tout proche de titres. Il est allé en finale en 2012. Inexpérience. Jeune garde de 22-23 ans avec Ibaka et consort. Ça le reprochera. Pas de souci. Le leadership de cette équipe, c'était Nick Collison et un petit peu Kendrick Perkins. Mais c'était des anciens et des joueurs qui étaient dans un profil de jeu totalement différent. Des joueurs de l'ombre, des gens qui maintenaient le vestiaire. Ça n'a jamais été une discussion. C'est-à-dire qu'on n'est jamais rentré dans cette discussion quand on a considéré que LeBron James et Kevin Durant, c'était le grand débat du meilleur joueur de la NBA. On n'a jamais parlé du style de leadership de Kevin Durant. On était Kevin Durant is the best basketball player in the world. Okay. Kevin Durant, moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. T'as le droit de pas le dire. Mais la conversation, pour tous les spécialistes et à la télé américaine, pendant de nombreuses années. Entre les deux meilleurs joueurs de monde, c'est Kevin Durant, c'est pas de souci. Il n'y a jamais eu cette discussion vis-à-vis de son type de leadership. Il n'y a pas de souci. Non. Si, en 2016. Non. En 2016. Justement, même quand il va mais en 2016, vous lui reprochez quoi exactement à Kevin Durant? Ah, parce qu'il était réprochable de la série? Non, mais vous lui reprochez quoi? Moi, je pose la question, est-ce qu'il était réprochable de la série? Vous lui reprochez quoi? Tu mènes 3-1. Ouais. Tu mènes 3-1, d'accord? T'as un match à domicile, hein, donc tu mènes 3-1. Oui.
Tu joues contre les Warriors, d'accord. Tu viens de sortir les Spurs, 67 victoires. Oui. Non, de toute façon, Je suis désolé. Tu mènes 3-1 quand même. La gestion même de Kevin Durant dans les 3 derniers matchs, pour moi, je suis désolé, n'est pas réprochable. Tu parles de son niveau de jeu, tu parles des paniers marqués, tu parles de son pourcentage au tir, tu parles peut-être des ballons perdus, tu parles de choses qui n'ont rien à voir avec, une fois de plus, ce dont vous êtes en train de parler. Ça n'a jamais été son rôle d'être le leader émotionnel, d'être le leader vocal, d'être le mec qui est supposé guider les autres. Kevin Durant est un finisseur. Kevin Durant est un scoreur. Kevin Durant est un tueur d'élite. Ça n'a jamais été le mec que vous recrutez dans une équipe pour guider une jeune garde ou pour être celui qui prend les décisions verbales et qui guide un vestiaire. Ça n'a jamais été la conversation. Donc arrêtez d'inventer des histoires, les amis. Du coup, quand ils sont au game 7 contre... Non, mais quand ils sont au game 7 contre... Non, mais parce que c'est ça qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Mais tu vois ce que tu fais là? Kevin Durant l'a jamais fait. C'est un peu Mais dommage. ça n'a jamais été son rôle. Mais son rôle, il est en game 7. Il est en game 7. Il a un match de la finale. Il a un match de la finale. Et donc, ça va pas le tuer de poser une gueule. Mais on sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais on sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Mais comment, tu veux me dire que Kevin Durant a un match d'une finale? On est d'accord en 2016, hein? Oui. Et c'est pas à lui de guider l'équipe vers la finale? Moi, je pense que, une fois de plus, si vous regardez la construction de l'effectif, qui merde le plus? Qui a la balle dans les mains? Qui ne donne pas la balle ou donne la balle? Kevin Durant est un finisseur. Pourquoi est-ce qu'il y a la brouille entre Draymond Green et Kevin Durant? Parce que le moment où Kevin Durant va commencer à communiquer un petit peu son envie d'avoir le ballon, de dire « Hey, comment ça se fait que j'ai pas la balle ?» Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai leader de l'équipe lui est rentré dedans. Le vrai leader de l'équipe lui est rentré dedans. Ouais, et c'est là où il y a eu la scission. Oui. Donc, les choses que vous dites, c'est, alors, je vais faire un pas vers vous. Je vais faire un pas, mais ce sera le seul pas que je vais faire vers vous. Je comprends que vous aimeriez. Voilà, c'est ça qu'on dit. Mais, la réalité d'une carrière où Kevin Durant a fait 20 ans tel qu'il est, vous êtes là à espérer qu'à 36 ou 37 ans, il soit un homme différent de qui il est depuis 20 ans. Non. Je l'espère déjà quand il était avec Kessie. Mais justement, je l'espère déjà quand j'étais avec Kessie. Donc ça, qu'est-ce que je reprends à Durant? Je lui reprends pourquoi vous lui mettez la responsabilité, vu que de toute manière, c'est depuis le début, quand tu signes ce mec-là, tu sais que c'est pas lui qui va le faire. Donc tu peux pas reprocher à un gars de faire ce qu'il ne fait jamais. Je pose la question. Là, quand il arrive à Houston. Oui. Il y a que des mecs de 22 ans. Qui est censé guider? C'est Houston, mais c'est Ime fucking Udoka qui est supposé guider. C'est Fred VanVleet. C'est Steven Adams. C'est eux qui sont supposés guider. Kevin Durant est venu pour faire un boulot. Give me the fucking ball en fin de match. Steven Adams, le leader. Non, d'accord. Non, mais tu dis ça, c'est bon. Je t'ai dit, les mecs qui sont leaders. Les mecs qui sont leaders. Les mecs qui sont dans la gestion d'un vestiaire. Les mecs qui sont dans la gestion de moments difficiles. Le leader de l'équipe et celui qui doit être le guide de la jeune garde, c'est Ime Udoka. C'est pas Kevin Durant. Mais c'est le coach. Mais ça fait partie du truc. Mais Kevin Durant, est-ce que vous avez toujours pas compris sa philosophie? Comment il est? C'est juste un hooper. C'est un basketball player. Le mec, il veut juste aller sur le terrain, mettre des paniers dans la gueule des gens, leur mettre son petit 30 points, et après, il va jouer à la play. Ok. Moi, je pense que pourquoi est-ce qu'on parle de manière philosophique? On est là en train d'espérer à ce que Kevin Durant se comporte tel que se comportent d'autres leaders. Peu importe celui que tu affectionnes comme leader. Il y en a qui aiment Draymond Green, il y en a qui aiment Kobe, il y en a qui aiment TJ McConnell, il y en a, peu importe, il y en a plein des différents, il y en a qui aiment Stephen Curry parce que c'est un leader absolument indiscutable, Stephen Curry, mais dans un leadership totalement différent. Chacun a son truc. Quel est le style de leadership de Steph Curry? Steph Curry, c'est lead by example, lead avec les... Attends. Oui. Kevin Durant, il lead by example avec son basket. Mais lui, comment est-ce qu'il lead au niveau du comportement? Steph Curry, c'est toujours communication vertueuse, échange de petits conseils, toujours positif avec ses coéquipiers, la tape aux fesses, le sourire. Non, mais attends. On parle de. Est-ce que tu vas parler de une journée où il y a un mec qui va s'énerver? Moi, je te parle de 7 jours sur 7 où tu vas essayer de disséquer la semaine d'un mec pour après disséquer son mois, puis disséquer son année. Tu regardes le nombre de jours où un mec se comporte d'une certaine manière. C'est ça son caractère. Non, mais tu vois, pour affirmer son leadership, moi, ce que je trouve que Stephen Curry, les 2 ou 3 fois où il a pété un plomb, où il a jeté son truc parce qu'il avait pas eu le ballon, je sais pas quoi, là, tous les joueurs de son équipe, ils le regardaient, la prochaine fois, tu parles de quoi? De saut d'humeur quand il jette son dentier parce que l'arbitre siffle pas une faute? C'est des trucs comme ça qui marquent ta personnalité, qui marquent ton équipe. Il suffit d'une fois. Mais les gars, vous êtes en train d'oublier. Non, mais on te dit un truc différent. Qui est le bonhomme? Mais non, mais
Angelo. On parle pas du basketteur, hein. On parle du bonhomme. Regarde, Angelo. Là, depuis tout à l'heure, tu nous parles de ça. Personne n'a parlé de ça. On sait qu'il est. Nous, on te dit juste que le mec, il arrive à un âge où il évolue en tant que joueur, en tant qu'homme. Quand il a 22 ans, que c'est pas un leader, que c'est un mec effacé, il y a pas de problème. Mais quand on a 36, t'as un peu plus de couilles que quand on a 22 et que tu peux t'affirmer. Il a toujours eu des couilles, Kevin Durant. Mais ce qui se passe deux, trois trucs pas mal, tu peux le dire. Là, je dis pas de te transformer et de devenir une personne différente. Tu vois, par exemple, les gars, les seules choses qui lui a manqué, c'est ça. Donc, on pointe ce qui lui a manqué, c'est tout. Par exemple, regarde. Là, un moment où Kevin Durant, pour moi, il a été un leader. Brooklyn, la série contre Milwaukee. D'accord? Et je vais expliquer en quoi. Kyrie se blesse. James Harden ne revient pas dans Game 5. Il revient dans Game 6 et Game 7. Yep. Durant, il joue 48 minutes. Oui. Il fait comprendre à tout le monde, hein, les gars, je vais prendre ce match et je vais vous faire gagner ce match. Ouais. C'était avec la voix ou avec le game? Mais justement. Avec la voix ou avec le jeu? Mais justement, avec le jeu. Et justement. Mais ce que je te dis. Et là, c'est ce que carrément, je te dis. jusqu'à que ton coach, il vienne te féliciter et te dire, ouais, carrément, c'est là où, pour moi, peut-être même que c'est même son meilleur match en carrière, parce qu'il a pris son équipe avec lui, il les a mis sur son dos, il a dit... Mais tu crois que c'est la seule fois de sa carrière qu'il a fait? Je dis pas que c'est la seule fois de sa carrière qu'il l'a fait. Je dis que Kevin Durant aurait dû le faire beaucoup plus souvent. Là, et où est mon problème avec ça? C'est là, moi, mon problème avec ça. Je dis pas qu'il l'a jamais fait, hein. Kevin Durant est un des meilleurs joueurs de l'histoire de cette ligue, je vais jamais enlever ce mot-là. Ce que je dis, c'est qu'il aurait pu le faire beaucoup plus souvent. Alors... Moi, c'est ce que je dis. Disons que on n'est pas en désaccord sur ça. On est parti dans un débat, c'était juste... Non, mais c'est pas grave, on finit ça et après on passe avec lui. Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on fait les choses de manière organique. Ah ben ça, c'est plus encore très organique. Donc moi, je préfère largement qu'on prenne une tangente pour donner un contenu qui puisse être pertinent et qui plaise, que de se tenir à une ligne conductrice où on peut rater justement ce genre d'échange. Parce que moi, j'aime bien cette conversation. Dis-moi. Le truc que moi... me chagrine dans ce que tu me dis là. Kevin Durant, on aurait aimé qu'il le fasse plus souvent. Ok. Mais au niveau du jeu, on oublie le nombre de fois où justement il a pris le jeu à son compte et il a fait le boulot pour terminer les gens, pour gagner les titres. Parce que à Golden State, qui est-ce qui termine le boulot? C'est KD. Parce que quand il va du côté de Cleveland et qu'il commence à faire 3 situations de transition où il fait pas une seule passe, il arrive, hésitation sur la tête de LeBron, il en met 1. Il revient, deuxième situation, il en met 2. Troisième situation, 3 points d'affilée, game over. KD, il a pas montré la voie à ce moment-là, il a pas pris l'équipe sur son dos à ce moment-là, mais non, il le fait comment? Il a juste fini. Parce que c'est ce qu'il fait. Ouais, mais... C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que son leadership à lui, c'est give me the ball, I get buckets. That's it. Ouais, mais bon. Mais vous demandez à un mec, regarde, tu parles de Kevin Durant, c'est jamais un mec qui aurait tapé une gueulante comme ça ou un truc comme ça. Parce que moi, je suis moi. Steph Curry, c'est Steph Curry. Toi, tais-toi. Durant, c'est Durant. Vous demandez à Durant d'être un mec qu'il n'est pas. Donc, pourquoi reprocher à un poisson de pas voler? Il y a des poissons volants. Mais, combien il y en a? Il y en a quelques-uns. Combien il y en a? T'as une race de poissons volants et alors? Non, mais ce qu'on te dit, on est d'accord. Et encore, c'est pas ils volent. Ils sautent hors de l'eau, ils sont dans les airs pendant 1 mètre et ils retombent dans l'eau. Le mec là, il est à fond. Ce qu'on te dit, c'est que le mec, il arrive dans une équipe, il a 36 ou 37 ans. À 36 ou 37 ans, si tu pouvais prendre un petit peu de leadership, ça nous fait pas de mal. C'est pas pour ça qu'il est recruté. Ce n'est pas pour ça que Kevin Durant a signé aux Rockets. Personne t'a dit que c'est pour ça qu'il y a le truc. On te dit juste que s'il peut en avoir un petit peu, ça nous dérange pas. C'est tout. C'est pas ce qui a été dit. Mais non, moi, en tout cas... Vous avez pas été dans le truc. Vous savez quoi? J'aimerais bien que juste il amène un petit peu plus de ça. Le truc, en tout cas, ce qui lui manque, pour pas être le GOAT des GOAT... Mais il manque toujours quelque chose à quelqu'un. On peut parler de LeBron James, il lui en manque plein des choses pour être le GOAT. Mais regarde. Donc c'est quoi l'histoire? Non, mais on le critique pour ça. Et on lui dira les choses qui lui manquent. Oui, mais on parle du trade des Rockets. Et on parle de pourquoi c'est un super trade. Et pourquoi ça collera. Et pourquoi c'est bénéfique aux deux. Et on évoque les quelques doutes qu'on peut avoir, parce qu'on a droit on peut avoir des doutes, et on te dit ça. Oui, mais les doutes que vous avez, c'est là où je suis obligé d'être en opposition avec vous. Parce que les doutes que vous avez sont pas basketballistiques. Mais regarde, Angelo. Regarde. Le leadership, attends, juste par rapport à Kevin Durant. Attendez juste 2 secondes. On finit juste à ça avant de passer à Betclic. Moi, quand je te dis ça... Je sais pas si on va avoir le temps, les gars. On va passer à Betclic. Bon, on est obligé. Mais regarde, quand je t'ai parlé de ça, moi, je t'ai dit qu'à Phoenix, il aurait dû faire mieux. Et je suis en désaccord. Voilà, c'est là où le désaccord est arrivé. J'ai jamais dit. Mais tu as pas répondu à ma question. Tu me parles de leadership à Phoenix. Je finis. Je t'ai jamais dit qu'au Rockets, Kevin Durant, à son âge, c'est lui qui devait prendre tout en main et gérer. Moi, j'ai jamais dit ça, j'étais d'accord avec toi. Quand on parle des Rockets, j'étais d'accord avec toi. Pour moi, c'est un bon trade. Pour moi, à Houston, c'est un bon trade parce que c'est la pièce manquante du jeu de Houston. Oui. C'est un jeu qui est très rugueux, très défensif, et il faut un joueur qui amène qui amène le ballon dans le panier.
Après, offensivement, c'est très délié. Et il va pouvoir s'incorporer à ça avec une fluidité. Sur le côté Houston Rockets, nous sommes totalement d'accord. Totalement. Ok. Voilà. Le débat, il est parti en vrille quand on a parlé de Phoenix. Oui, mais justement, parce que moi je t'ai demandé, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Kevin Durant à Phoenix, parce que tu me dis il est responsable du fiasco. Tu me dis qu'il non. Bah qu'il a sa part de responsable. Quand je dis il est responsable, je vais pas dire le seul, mais qu'il est responsable du fiasco. Et moi je te dis non, Kevin Durant a été peut-être le seul qui a été irréprochable. Il a encore joué 75 matchs cette année. Sur 82, il en a joué 75. Non, il est All NBA second team. Il est à 27 points, 6 rebonds, 5 passes. Vous voulez quoi de plus? Et tu me dis ouais, il faudrait qu'il tourne encore plus de points. Donc à 31 points de moyenne, Kevin Durant sauve la saison des Suns. Mais pour moi, déjà... Question, est-ce qu'à 31 points de moyenne, il sauve la saison des Suns? C'est pas une question de stats. C'est pas une question de stats. Il me dit, il aurait dû marquer plus, il aurait dû donner plus. Maintenant, moi, je te pose une question. Est-ce que Kevin Durant était capable de mettre plus de points? Honnêtement, je sais pas dans quel état physique il est, je peux pas te répondre à cette question-là, parce que t'as vu, pour moi, c'est... le joueur de Kevin Durant, le joueur que t'as vu, est-ce que tu penses qu'il était capable de mettre plus de points? Pourquoi pas? Moi, oui. Tu sais, en fait, je pense pas que c'est ça qui aurait fait la différence pour les Suns. En fait, c'est quoi le vrai truc chez les Suns, hein? Moi, je pense que, qui s'est passé. Et même à Brooklyn. C'est que, des fois, il faut qu'il y ait un mec qui dise, fermez vos gueules. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et moi, ce ne sera jamais Kevin Durant. Mais, Angelo. It's not him. C'est pas lui. Mais, Angelo, on parle français ou on parle... Mais pourquoi vous lui mettez la responsabilité alors que... Parce que, regarde, mais Angelo, on t'explique pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, on te dit des trucs, tu dis c'est pas lui. Mais on te dit que... Mais flex ça, une seconde. Que tu identifies ça pour dire, voilà pourquoi les Suns n'ont pas marché. Je te dis, oui, je te serre la main. Mais c'est ça qu'on dit. Mais que vous disiez, que c'est Kevin Durant qui aurait dû faire ça, c'est là où je peux pas être en accord avec vous parce qu'il ne l'a jamais fait de sa vie. Là, justement. Moi, je te dis, non. Moi, je te dis. pas lui! À Phoenix, qui? Mais c'est justement ça le problème. Qui avez-vous recruté? Comment avez-vous construit votre équipe? On est d'accord. Donc, c'est le front office, le président qui est arrivé, qui a chamboulé tout. Ce qu'on dit, c'est que la responsabilité est partagée. Mais donne 1 ou 2% à Kevin Durant, c'est pas parce qu'il met 27 points parce qu'on peut rien lui reprocher. Même pas 1%, non. Responsabilité. Vas-y, prends son 1%, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin, bon, je pense qu'on a fini là-dessus. Voilà. Là, franchement, j'ai hâte de voir ce que vous allez dire en commentaire. Franchement, j'ai hâte. Ils vont t'attraper sur TikTok. Oui, tu crois qu'ils vont m'attraper? Moi, je pense que les gens ont du sens. Ok, les gars, on va filer vite en Europe parce qu'il se passe pas mal de choses. Franchement, je pensais pas qu'on irait aussi loin sur cette question. Mais c'est intéressant, et c'est ça le basket. C'est que des fois, c'est des débats, etc., etc. Mais, restons des amoureux du jeu et repassons rapidement Non, amoureux du jeu. Voilà, moi, je vais être un perturbateur aujourd'hui. Les Lakers, t'avais pas mal de choses à dire sur les Lakers. Parce qu'ils ont été, parce qu'ils ont été revendus. Tu sais quoi? Tu dois prendre un temps mort, exceptionnel. Et un temps mort exceptionnel. Prends-le d'ailleurs, tu l'as déjà pris ton temps mort? J'ai déjà pris. Bah, prends un temps mort, Vous m'autorisez un temps mort exceptionnel? Mais vas-y, là, prends ton temps mort, là. Non, parce que toi, je t'ai trop entendu en coulisses, là. Vas-y. T'as un temps mort qui a même pas une minute de... Tu prends le temps mort que tu veux. En fait, prends une mi-temps. Les Lakers ont été vendus, voilà. Les Lakers, voilà. Mille s'il me regarde. Les Lakers ont été vendus pour la modique somme de 10 milliards de dollars par la famille Buss, qui se sépare de la franchise historique qui appartenait à leur la plus grosse somme de l'histoire. C'est la plus grosse somme enregistrée pour la vente d'une franchise en NBA, 10 milliards de dollars. Il y avait Boston à 6 milliards récemment. Ouais, justement, c'était maintenant ils les ont dépassés, comme quoi les Lakers sont encore devant Boston. Mais à ce niveau-là. Et ça a été vendu au propriétaire des Dodgers, qui a aussi Chelsea, qui a aussi un petit portfolio. Il a les Sparks aussi. Los Angeles Sparks. Moi, en tant qu'amoureux des Lakers, amoureux de cette franchise, les Lakers, c'est le Dr Buss, c'est la famille Buss. Tu vois, il y a des familles comme ça qui sont historiques, comme la famille qui a le Milan, la famille qui a... Pour moi, je trouve ça très dommage que Jenny Buss se sépare de cette franchise. Très dommage, c'est ça les mots que tu choisis? Moi, je dis scandaleux qu'elle se sépare du trésor familial. Je pense pas que ce soit des gens qui soient forcément dans le besoin. Les Lakers, c'est une mine d'or. C'est-à-dire qu'en termes de merchandising, de maillots, etc., les Lakers, c'est une mine d'or. Ils gagneront toujours de l'argent, même dans 100 ans. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû appartenir aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, etc. Et dans 100 ans, si la franchise existe encore, elle aurait encore dû être au Buss. On va me dire que c'est du business, mais moi, je suis un amoureux du sport, je suis un amoureux des histoires. Les Lakers, ils appartenaient à qui avant Dr Buss? Je sais même pas.
Moi-même, je sais pas. Mais c'est pas Dr. Buzz qui a créé les Lakers. Non, mais c'est lui qui en a fait c'est lui qui en a fait la renommée et l'équipe qu'elle est. Donc, avant, c'était à une équipe quand il était à Minneapolis. Attends, go gadget au bras. J'ai attrapé la veste. Oula, tu montes ton âge, là. Écoute, je suis obligé de montrer mon âge. Je te signale, je montre notre âge. Frérot, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver aux Lakers. Tu veux que je te dise pourquoi? Oui, parce qu'ils vont dépenser, qu'ils vont dépasser le truc. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Je pense vraiment que l'arrivée de Mark Walter va redynamiser une franchise un peu en perdition au niveau de son identité, au niveau de son projet sportif. Ils ont eu la possibilité, avec des mécanismes en coulisses qui nous sont inconnus, de récupérer Doncic pour 2 croutons de pain. Très bien. Mais le mec qui arrive là, il récupère des billes dans les Sparks en 2014. En 2016, les Sparks gagnent le titre. Il récupère les Dodgers. 3 World Series. 11 apparences en playoffs consécutives. Pour un fan des Lakers que tu es, quand tu vois ce nom-là débarquer dans ta franchise, tu fais juste ça. Après, moi, je vois pas parce que sportivement parlant, au niveau du professionnalisme du bonhomme, au niveau de sa capacité à dépenser, certes, mais dépenser intelligemment, mettre les bonnes personnes aux bons endroits et s'effacer. Parce que non mais fais tes devoirs par rapport au bonhomme. Non mais moi, ce que je veux dire par là, c'est pas le mec que je remets en cause. Hein. Non mais sans doute qu'il est excellent. Moi, que tu sois chafouin par rapport à l'histoire de la franchise. Moi, c'est ça mon point de vue. Je l'entends, je l'accepte, parce que comme toi, t'es un die-hard Lakers, donc c'est un truc qui te parle. Il y a une legacy. Il y a une legacy pour toi par rapport à ta génération. Très bien. Mais sportivement parlant, il faut quand même voir la bienséance et l'aspect positif d'un mec comme ça qui arrive. Du coup, il faut que Rob Pelinka s'en aille. Je pense pas que Rob Pelinka soit incompétent, loin de là. Je pense que bien sûr. Je pense que son réseau, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a aucune raison de le virer. Le mec, il a récupéré Doncic. Franchement, si tu vires le mec à récupérer Doncic pour un mec tout moi, Rob Pelinka, il y a eu des moments où ça a été un peu douteux. Je pense qu'il a eu pas mal de réussite. Je pense que c'est aussi le fait qu'il soit aux Lakers qui lui permettent de sauver un peu sa peau dans sa stratégie par moment, parce qu'il arrive à... Toi qui es un die-hard Lakers fan, la génération avec Ingram, Randle, Zubac, tout ça, Hart. Autant ça a donné un titre pour Anthony Davis, mais je suis très déçu qu'il ait de ce trade. Et le moment où il fait ce trade-là, ça fonctionne parce que c'est dans la bulle. Parce que le titre de la bulle, là... Pourquoi est-ce que les Lakers s'écroulent derrière alors que c'est le même effectif? Ils ont laissé partir JaVale McGee, ils ont laissé partir Rondo, ils ont laissé partir Dwight Howard, KCP, et au final tu dis mais attends. C'est Pelinka qui laisse partir ces mecs-là aussi. Donc tu peux attraper Pelinka par la veste de la même manière que tu peux le mettre en avant. Donc si tu veux, moi je reste, on va dire, nuancé par rapport à Rob Pelinka. Mais par rapport au management global de la franchise, combien de fois on a dit que Jenny Buss elle faisait un peu n'importe quoi? Mais le problème de Jenny Buss, c'est qu'il fallait qu'elle laisse la main complètement à Rob Pelinka ou à quelqu'un qui connaît le basket. Et elle ne l'a pas fait. Non, mais elle a eu Magic. Oui. Non, mais ils ont eu Magic. Magic, avec les résultats qu'on connaît, etc., etc. Mais le fait qu'elle s'efface derrière Magic et qu'elle le laisse faire, ça a fonctionné. Ouais, mais est-ce que Magic c'était la bonne personne? Non, mais peut-être pas Magic, mais là, je te donne juste l'exemple. Non, est-ce que c'était la bonne personne? Non, mais peut-être pas. Magic breakdown le basket. Peut-être pas. Mais ce que je te dis, c'est que quand elle fait venir André Drummond et qu'elle a dit moi aussi j'ai mon Karim, nanana. Bon, bref, je vais pas faire le donc truc. Sportivement. Non, mais ça peut avoir un vrai sens. En fait, t'es propriétaire. Fais tes trucs de propriétaire, mais quelqu'un qui dirige les opérations basket et reste dans les tribunes et viens pas nous saouler. Et là, t'as un bonhomme qui s'appelle Mark Walter, qui a je veux dire, un CV de pertinence, d'action légitime, compétitive, à grand succès, avec des franchises. Parce que quand tu parles des Dodgers, tu parles quand même de la crème du baseball américain. Non, mais une fois de plus, c'est pas lui qui remet en cause. Lui, on est sûr peut-être qu'il est excellent.
Moi, je te dis juste que la faute de... C'est pas peut-être il est excellent. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est même pas ça la question. Moi, c'est vraiment du côté des Buffs. Elle avait fait un pseudo coup d'état familial. Elle avait repris à son frère la direction de l'équipe, etc., etc. Après, elle, avec la femme de Kurt Rambis, c'est elle, en sous-main, c'est ce que Magic avait dénoncé, c'est elle, en sous-main, qui dirigeait les Lakers. Et il y avait un espèce de triumvirat bizarre là où il prenait des décisions et Magic il arrive ah oui mais avec truc on a décidé mais comment ça, et c'est là qu'il a dit bon ben I'm out, tu vois. That's what I'm saying. Il y a au niveau de la ligne de commandement tout ça il y a des problèmes, mais je suis désolé, cette franchise là elle est liée à l'histoire familiale. Vous t'aurez pas dû la galvauder comme ça. Bon, t'as pris 10 milliards de dollars, il y a pas de problème. Mais c'est pas fait. Mais le vrai problème des Lakers en vérité là en termes de recrutement, c'est LeBron. Parce qu'il y a plein de mecs qui veulent pas jouer avec LeBron. Non, mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Mais ça, c'est un autre débat. D'accord? On parle de la vente des Lakers, c'est un tueur à LeBron, Flexstar. Non. Mais regarde. Non, mais là, il a bifurqué sur le sportif. Non, mais t'as entendu ce que j'ai dit. Mais là, même, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous pensez que, au moment où le trade se fait entre Doncic et Davis, est-ce que tu penses que le trade était déjà, enfin la vente était déjà en train de se faire? Oui, parce que ça c'est des trucs qui se discutent, c'est pas en deux. Donc ça veut dire que pour toi, est-ce que tu penses qu'un mec comme LeBron, par exemple, pour qu'il soit, était déjà au courant de ce qui allait se passer? Sur la vente de la franchise, non. Moi je pense que LeBron, on lui donne beaucoup plus de crédit qu'il n'a. Non, sur le sportif, ok, mais sur la vente de la franchise. Je demande, parce que justement, la vente de la franchise va changer beaucoup de choses. C'est changer pas mal de choses chez la franchise des Lakers. On sait que LeBron va prendre sa retraite d'ici 1 an ou 2. On sait que notamment Doncic est là maintenant pour amener le renouveau de cette franchise-là. Maintenant, LeBron, ça reste toujours un joueur où tu dois t'adapter à LeBron James quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'il est arrivé depuis 2003. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui et ça peut poser problème. Tu sais très bien. LeBron James, c'est un de mes joueurs préférés et sur ça, je peux pas te dire le contraire. Quand il est à Miami, ils ont pas gagné la première année, c'est Wade qui a dû s'adapter à LeBron. Quand il revient à Cleveland, Kyrie Love doit s'adapter à LeBron. Quand il arrive aux Lakers, tout le monde doit s'adapter à LeBron. Pourquoi les jeunes comme Ingram, etc. n'ont pas réussi à jouer autour de LeBron? Parce que dès qu'ils ont pas réussi à jouer, au revoir. C'est comme ça. Là, maintenant, ce qui va se passer dans le sportif, je parle. Je pense qu'on fera peut-être un petit bilan plus complet sur les Lakers sportivement plus tard. Ça reste compliqué pour moi, Jack. Est-ce que, maintenant, la question que je me pose, est-ce que Doncic et LeBron vont réussir à jouer ensemble? Pour l'instant, ils ont pas encore trouvé l'ingrédient magique. On l'a vu en playoff, on l'a vu à la fin de la saison régulière. Maintenant, le rôle de LeBron, pour moi, je le dis et je le redirai toujours, doit diminuer. Si LeBron est toujours le numéro 1 dans cette équipe de Lakers, les Lakers n'iront nulle part à l'heure où il est. Parce que LeBron, aussi bien qu'offensivement, il peut mettre des points, défensivement, il peut plus faire le taf. Ça veut dire que déjà, t'es parti prendre un joueur comme Doncic qui ne fait pas le taf défensivement pour pallier LeBron James, mais sauf que pas le taf défensivement. Alors que Davis faisait le taf, pouvait faire un taf pour 2 pour 3 joueurs. Et voilà. On est d'accord. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour finir sur cette vente-là, d'un point de vue business, c'est prodigieux. D'un point de vue histoire, d'un point de vue legacy, comme vous l'avez compris, moi, je suis un amoureux du sport, des récits, des histoires, vraiment de... Non, t'es un romantique, toi. T'es un romantique. Toi aussi. Donc, des fois, j'aime bien mettre des bougies, des trucs, des bails, tout ça, un peu slow jam et tout, mais... John B, excuse-nous. John B, excuse-nous. Hein? Plutôt Maxwell ou plutôt Joe. Il y en a un qui est en prison, je peux pas dire son nom, mais bon. Call the time. I'm sorry, my guy. Ok, on fait un truc comme ça. Bon, les gars, je sais pas si on va avoir le temps de parler convenablement de cette série. Faut qu'on fasse un petit brief. Soyons chirurgical et soyons rapides, s'il vous plaît, dans notre approche. Betclic Elite, la finale. Monaco. De toute façon, tu sais ce qu'on va faire? On va parler de la Betclic et on va parler de la Betclic proprement. On va découper cette séquence qu'on va poster en premier. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça, on va partager. Tu donnes les secrets de cuisson comme ça, tu sais. Non, mais parce que nous, on est comme ça. On va découper, on va faire les choses correctement, on va parler de la Betclic comme il faut, et on enverra la sauce, pause, quand il faudra. Alors, Paris-Monaco. Paris mené 2-0. Monaco est revenu à 2-2. Pour moi, c'était cuit, hein. Je sais, tu as dit. Tu as ma veste tout de suite, voilà. Ouais. Oh, tu t'es attrapé ta veste toute seule, j'ai pas besoin de t'attraper ta veste. Maintenant, on arrive à un moment où le momentum a changé.
Parce qu'on disait, oui, Monaco, il se passe beaucoup de problèmes, etc., etc. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. On disait Paris, TJ Shorts avait fait une série incroyable contre Bourg-en-Bresse. Il fait deux très bons matchs pour commencer la série contre Monaco. On se dit, bon, game 3, normalement, c'est terminé. Monaco est l'équipe la plus expérimentée des deux. Monaco est l'équipe qui est allée en finale de l'Euroleague. Monaco n'a pas Mac James, n'a pas Niall Tays, mais on l'a toujours dit avec M. Spanoulis, le coach préféré de M. Angelo. Monaco a de la ressource en termes d'effectifs. Dans le Game 3 et dans le Game 4, il y a un ajustement. Il fallait réduire l'efficacité de TJ Shorts. Ce qu'ils ont très bien fait dans le Game 3 et ce qu'ils ont fait dans le Game 4. Deuxièmement, ils ont réussi à frustrer Nadir Effet. Ouais. On l'a toujours dit quand on parlait de Paris. Petite parenthèse, Nadir Effet qui ne part plus à Monaco, qui reste à Paris, qui a re-signé. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on a dit, offensivement, Paris tombe beaucoup autour de... Qui devrait re-signer, c'est pas officiel encore. C'est pas encore officiel. Ah, moi, j'ai vu mais justement, on va aller directement. Okay. Nadir Effet et TJ Shorts portent l'équipe offensivement de Paris. Ça, on l'a toujours dit. On a toujours dit que si les deux sont en panne offensivement, Paris, c'est un problème. Game 3, Game 4, qu'est-ce qui s'est passé? Monaco a réussi à s'adapter défensivement, a été beaucoup plus dur. Et les joueurs comme un Elio Kobo, par exemple, ou un Mathieu Strassel, ont élevé leur niveau. Parce que, on va pas se mentir, dans les deux premiers matchs, ils n'étaient pas exceptionnels. Non, mais t'as une bascule, Mills. Je pense que t'as une bascule parce que de la même manière que on parle de Shorts et de Nadir Effet pour Paris, en particulier avec l'absence de Mike James du côté monégasque, on l'avait mentionné, Elio Kobo, forcément, devait... step up. Non seulement step up, mais take over. Ça veut dire qu'il devait mettre tout le monde sur ses épaules, là. Allez, montez sur le dos, là. Je vous emmène à bon port. Et c'était obligatoire. Et quand tu regardes les deux premiers matchs d'Okobo, en comparaison à Shorts, tu vois qu'il y a une sorte d'inversement de dynamique complet où tu as Okobo qui devient Okobo Rockets et même s'il joue pas aux Rockets. Non, mais c'est ça qui s'est passé, tout simplement. Après, Strazel, il a été très bon dans la distribution des ballons et dans la gestion au match 3. Il a été plus présent au niveau offensif dans le scoring au match 4 et très, très, je pense, propre dans la distribution également. Donc, c'est mathématique, si tu veux. C'est mathématique, mais on savait très bien que à Paris, la pluie et le beau temps, c'était. Je peux juste poser une question. Pose. Oh, j'allais poser. Vas-y. Excuse-moi. Dans le game 3, Paris menait à la mi-temps. On a eu un gros game 3 de, je sais plus, Jaron Blossom Game, je pense. Yep. Il fait peut-être un des plus beaux matchs de sa carrière avec un game 3 à 26 points. Paris. Ah, attends, si tu parles du Game 3. Du Game 3 où Monaco renverse le troisième carton et passe devant Paris. Non. Exactement. Est-ce que tu penses que Paris peut aujourd'hui s'en mordre les doigts d'avoir perdu ce Game 3 qu'ils avaient en main jusqu'à la mi-temps? Bien sûr. Les bras, les coudes. Les coudes, si tu veux, même la tête ou comme tu veux. Cannibale, si tu veux. Mais... D'accord? Alors, est-ce qu'ils peuvent s'en mordre les doigts de pied? Oui. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu un ajustement pertinent où Monaco a joué l'extra small ball. C'est-à-dire, c'est pas juste du small ball, ils ont joué de l'extra small ball. Et ça a perturbé un petit peu défensivement Paris. Parce que de mettre Blossom Game sur un poste 4, par exemple, défensivement, tu peux en pâtir. Parce qu'au niveau du rebond, on sait que Paris est athlétique. Paris n'a pas forcément, on va dire, des pivots estampillés Euroleague, tu sais, comme des Tavares et consorts, ou des Milutinov, ou des Fall, ce que tu veux, mais ils ont des mecs athlétiques. Même au niveau poste 4, tu vois, un Léopold Cavalière, tu mets un Banjassi, Otavio Seis, qui a été très intéressant, notamment défensivement. Tu sais que tu vas jouer sur un jeu de fixation, sur un jeu de création de shorts, et après, tu dois mettre dedans. Puis il y a notre gaucher préféré qui va partir à l'Olympiakos, là, du côté de Paris, qui a aussi allumé la mèche. Ouais. Et donc, c'est sûr que tu es dans une sorte d'opposition où
je me pose simplement la question, à un moment donné, est-ce que du côté de Monaco, ils vont réussir stratégiquement à trouver la parade pour pouvoir empêcher un 3e match de suite TJ Shorts de faire du sale? Parce que de l'arrêter une fois, ok. 2 fois, pourquoi pas, mais 3 fois, ce serait masterclass au niveau du coaching défensif. Justement. Ouais, pour vous, Monaco, est-ce qu'ils peuvent le faire? Du coup, c'est quoi les clés, du coup, pour que Monaco gagne? Parce que le momentum, comme tu l'as dit, le momentum, il a shifté de pour moi, Monaco, ils viennent pour le faire. Dans tous les cas. Tu viens de gagner 2 matchs d'affilée, tu vas pas venir en disant, oui, le game 5, non. Le game 5 est à Paris. Il est à Paris. On le rappelle, Monaco est double champion en titre. Mentalement, ça fait 2-3 petits trucs dans la tête. Ça joue. Paris n'a toujours pas gagné. Donc ça veut dire que la pression même, elle est sur Paris. La pression, elle est sur Paris. Tu fais un jeu à domicile. Tu menais 2-0. Et tu n'as toujours pas remporté de titre. Tu vois, quand on dit... Ouais, tu veux dire de titre de champion. Oui, de France. Champion, oui, champion de France, c'est ça que je veux dire. Quand on dit l'histoire terrible, quand on parle, par exemple, je fais une petite parenthèse de Paris Saint-Germain, quand on dit l'histoire est faite pour qu'il gagne cette année. Bien sûr. Paris, là, maintenant, tout le monde se pose la même question. Parce qu'à 2-0, pour moi, ils s'imaginent déjà prendre le trophée. À la mi-temps, t'es à plus 10, t'es à plus 15. Tu t'imagines déjà prendre le trophée. Ouais. Tu vois. Et là, maintenant, t'arrives où? Tu perds le game 3. Bon, c'est pas grave. Tu perds le game 4. Ah, bizarre. T'arrives au game 5. Là, en plus de ça, rappelons-nous, Monaco joue son meilleur joueur, Mark James. C'est ça et Daniel Theis, qui est un joueur, on sait, un joueur réputé FIBA. Si les deux avaient été là, tu penses que ça aurait été... Je pense que ça aurait été peut-être fini un peu plus vite, mais je pense, comme le disait Angelo, je pense que certains joueurs n'auraient pas pu s'exprimer un peu plus. Jaron Blossom Game, mais en plus, je pense pas qu'il met 26 points, c'est à Mark James. Non, mais en plus, tu sais, on parle de Theis, mais Papagiannis. Parce qu'à un moment donné, t'as Theis qui n'est pas là, pas de souci. Mais ça repose énormément sur les épaules de Mam JT. Et Papagiannis, c'est aussi un joueur qui lui, peut amener énormément de solutions. On l'a vu en Euroleague. Et on le voit maintenant potentiellement dans cette finale où ça peut être quelque chose qui peut manquer parce qu'un joueur capable d'allumer la mèche de loin, mais aussi d'être tour de contrôle défensif, ça court pas les rues. Et donc, c'est particulièrement impressionnant parce que tu te dis quand même que Monaco est vraiment très amoindri et c'est très alarmant pour Paris parce que tu perds back-to-back. Alors oui, c'est à l'extérieur, mais bon. Me parlez pas davantage du terrain. Voilà, ce que j'allais dire. Monaco. Non, pas à Monaco. En plus, tu regardes les gradins qui sont même pas 3/4 remplis. Mais comme tu l'as dit, un TJ Shorts qui a 3 ou 4 sur 18 dans Game 3, qui a peut-être 2-3 sur 11 dans Game 4. Quand t'as Nadjirifi, je le dis, hein, on a vu la fin de match où tu vois Nadjirifi qui forçait les tirs, un Nadjirifi où tu sentais qu'il était agacé de pas avoir les balles au bon moment, etc. Ouais. Si ces deux-là font pas le masterclass, Paris ne gagne pas. Si, pour moi, Monaco réussit à mettre TJ Shorts en dessous des 30%, comme ils l'ont fait là, 30%, 35%, etc., ils ne gagneront pas. Ouais. Parce que la différence de Paris, malheureusement, c'est qu'il y a très peu de fois où Paris a gagné, parce que offensivement, un autre joueur en dehors de ces deux-là a surperformé. Ouais, ils sont dépendants de Monaco, c'est arrivé beaucoup plus souvent. C'est pas étonnant, en plus, sans Mark James, de voir un meilleur marqueur différent match après match. Ouais, c'est clair. Maintenant, on sait le coaching aussi va être très important. Et là, Thiago Splitter, du côté de Paris, comment il va s'adapter? Parce que là, il faut qu'il s'adapte. Monaco commence à trouver la recette pour contenir Paris. C'est à lui de changer la chose. C'est à lui de trouver une solution pour que un TJ Shorts arrive à retrouver l'efficacité, qu'un Nadjirifi ait les balles pour mettre les paniers. Spanulis, là, il a rendu de faire sa finale sur les 2 derniers matchs. Il a rendu de montrer pourquoi c'est l'un des meilleurs coachs actuels. Et tu vois la différence que peut faire un grand coach. Parce que c'est les mêmes joueurs, hein, c'est pas d'autres mecs ou je sais pas quoi. Regarde, quelques ajustements, regarde. Ah, moi, je pense que Paris va le faire parce que... Au cœur. Déjà au cœur. Je pense que là, ça va être la folie dans la Dynastie. L'avantage du pour le coup, eux, on est en vrai. Et faut pas oublier aussi que il y a une différence entre les matchs gagnés des Parisiens et les matchs gagnés des Monégasques. Monaco, c'est à l'arrache. Surtout le match 3. On parle sur un match qui peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Paris ne joue pas mal lors du match 3. Shoot d'ailleurs bien, au-dessus des 40% à 3 points. Ouais, c'est un troisième carton qui a été... Ouais. Et donc... Mais c'est vrai, pour te rejoindre, le Game 2 de Paris, c'était un massacre, ouais, c'était un... Voilà. Et le match 1, oui, pareil. Il n'y a pas d'illusion. Oui, voilà. Même si le score est moins sauvage. Mais on est d'accord, on voit ce que tu veux dire. Ouais. Donc, si tu veux... le grec en moi espère une masterclass de Spanoulis. On a eu l'instant grec.
Voilà. Le grec en moi espère vivre dans ce Paris. Le point grec. Tu sais qu'on va commencer à prendre le petit jeu là, tu sais, où tu dois cocher des trucs à chaque fois que ça Ouais, va dans à la chaque mission. fois, ça dit. Voilà. Le Parisien en moi veut une année 2025 historique en tout point de vue. Mhm. Le PSG, Paris Basket, mignon quoi. Donc, à titre personnel, je suis gagnant-gagnant, mais j'ai envie de te dire qu'un match 5, c'est comme un match 7, c'est comme un derby, il faut oublier un petit peu, les stratégies, les dynamiques des uns et des autres, parce que t'as un mec qui est capable de sortir de sa boîte de manière totalement inattendue. Je vais te dire une bêtise, mais t'as un Léo Cavalière qui peut te faire un double-double, un 15 points, 10 rebonds, rien qu'avec le cœur, avec l'adrénaline. Dans la salle, tout ça. Non, mais... Exactement. Tu vois, Ward qui a été assez discret offensivement, qui ne tente que 6 tirs sur le dernier match. Tu te dis, bah, si c'est Ifi et Shorts qui sont un petit peu courts au niveau de l'adresse ou au niveau de la réussite, va falloir trouver quelqu'un d'autre qui puisse sortir un gros match. Je sais pas qui ce serait. Et puis du côté de Monaco, Papagiannis même pas sur la feuille de match lors du dernier match. Est-ce que Papagiannis, qui n'a pas joué lors du match 3 non plus, il va revenir dans quel état mental mentalement, c'est juste, est-ce que, par exemple, il va refaire une Barcelone match 5 Est-ce que Papagiannis va être relancé tel qu'il a été relancé face à Barcelone et nous lance une masterclass une fois de plus, sachant que le match 3 et 4, il joue pas. Donc moi, je peux pas prédire. Mais... Non, mais beaucoup de questions. Là, on a besoin que tu te mouilles, là. En plus, Poséidon qui se mouille. Moi, je pense que Paris va le faire à la maison. Ok. Qu'est-ce que tu penses, là? Même si ça sent Allez, je mets Paris entre moins de 6 points d'écart. Paris, un beau match 5, quoi. Pas le choix. Alors, ça va être un match, justement, ça va être un match dégueulasse en termes de pourcentage, je pense. Mais comme le match. C'est un match de tranchée, c'est un match 5, hein, on a vu un match 7. Mais, je pense que Paris va le prendre à l'arrache, et je pense, pour finir cette saison historique. Paris, gestion des émotions, parce que autant vous allez être à domicile, tout le monde voudra un petit peu approuver truc, faut rester calme, faut rester fidèle à son jeu, fidèle à sa stratégie. Et Thiago Splitter, t'as intérêt à faire les ajustements, parce que là c'est le baroud d'honneur de cette équipe qu'on le sait, va exploser avec plein de joueurs qui s'en vont et tout. C'est this is it, pour citer Michael Jackson. Mais tu vois, tu vois l'incertitude qu'il y avait au démarrage de ce match 7 entre les Pacers et OKC. On se disait, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ça maintenant. 2-2, la dynamique monégasque qui pourrait laisser penser que, mais il n'y a pas la marge de manœuvre que les Parisiens ont. Et il faut éviter le choke aussi pour Paris quand même. Hein. Ouais, si tu mènes 2-0, ça reste comme t'es un joueur, t'as la fierté. Tu mènes 2-0, tu fais rattraper 3-2. Tu restes une équipe qui se fait remonter. Si tu veux, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. C'est-à-dire que quand on part sur une analyse de série et que tu pars sur l'analyse d'un match à venir, t'essaies de te baser sur les éléments statistiques, ce que tu as pu voir, le test de l'œil et ces choses-là. Mais par rapport à ce match-up-là, je pense simplement que Monaco a quand même moins de marge de manœuvre que Paris. Je pense que Paris s'est fait vraiment perturber pendant 2 matchs et que là, il va y avoir un recadrage. Et puis même émotionnellement, Nadir, il est capable de mettre des tirs de folie et il aime ces moments-là. On sait qu'il s'en veut énormément d'avoir raté le shoot de l'égalisation lors du match 3. Juste un petit peu court. Mais bon. Et je pense que tu lui donnes la chance de reprendre ce tir-là. Je pense que c'est dedans. Mais tu vois, faut pas forcer, forcer je vais me racheter à tout prix, etc., etc. Joue ton jeu, essaie d'être efficace. Et si vous faites ce que vous savez faire, normalement, vous le prenez. En donc, plus, à domicile, tout ça, de ça. Paris. Allez, Paris, alors. Bah oui. Les gars, on est quand même... Allez, Paris. On va pas se tromper. Bon, les gars, ce fut une émission imprévisible qui est partie dans tous les sens. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir mis autant de verve, autant d'énergie dans ces débats. Alors là, pour le coup, dans les commentaires, amusez-vous, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, attrapez nos vestes. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. De toute façon, voilà, on découpera tout ça sur les réseaux sociaux, on vous fera participer. S'il vous plaît, partagez, abonnez-vous. L'aventure commence. T'en mords, ça quoi? Ça a 4 mois, hein. On a commencé en février. Là, c'est quasiment jour pour jour 4 mois. Tu vois?
Donc, je crois que on demandera au boss, mais je crois qu'on a posté le premier épisode le 20... Un truc comme ça. 20 quelque chose... Ouais, c'est bon. Mars, avril, on regardera. Mais en tout mars, cas, merci infiniment pour votre soutien. Merci infiniment à toute l'équipe. On salue Sonk et Saïdou, Ameyo évidemment, Al le patron, tous ceux qui participent, Nguiran, Mousse, Vincent, tous ceux qui sont venus, Jamil, Monsignor Mike, enfin tous ceux qui ont participé à l'éclosion de ce projet. On va finir la saison tranquillement. Il y a encore quelques épisodes qui arrivent. Pour l'été, on est en train de vous préparer des épisodes de prolongation qui vont être incroyables. Vous allez vous régaler, et à la rentrée, on revient avec un truc. Stephen A. Smith sera même jaloux de la tournure de l'émission, je vous le promets. Merci les amis. Tant mort un jour, tant mort toujours, comme on dit. Pif.